Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons, vous l'avez entendu, explorer un phénomène qui pose beaucoup de questions à ceux et celles qui l'étudient et évidemment à ceux et celles qui le vivent. Il s'agit des sorties hors du corps. Alors vous découvrirez dans cette émission des témoignages d'auditeurs qui en ont fait l'expérience. Ils nous raconteront leur histoire et ce que cela a changé ou pas dans leur vie. Si vous aussi vous avez vécu ce type de phénomène, je veux parler d'une sortie hors du corps, bien entendu votre témoignage est le bienvenu. Venez nous raconter ce que vous avez vécu. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Morad qui est au standard est là pour recueillir vos appels et vous passer ensuite à l'antenne. Alors, pour découvrir ce que les scientifiques pensent de ce phénomène et savoir où en est la recherche, je vais être accompagné par deux invités. Je commence par le journaliste scientifique Jocelyn Morisson. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes collaborateur au Monde des religions, un très bon magazine et un autre très bon magazine également qui s'appelle Nouvelle Clé, où vous avez publié d'ailleurs récemment deux articles sur le congrès concernant les expériences de mort imminente. C'était à Martigues, on en avait parlé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous êtes venu nous rejoindre dans cette émission et on a eu le plaisir de recevoir Raymond Moody également. En direct depuis les États-Unis, Raymond Moody qui est venu à Martigues pour faire une très belle journée. Ouais, j'imagine. Donc on va faire le point sur cette journée dans quelques minutes et puis parler un peu plus en profondeur de la différence qu'il y a entre les expériences de mort imminente et les sorties hors du corps, qui sont évidemment des phénomènes très très voisins. Deuxième invité, vous le connaissez, il est avec moi tous les week-ends, Pierre Massas. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors Pierre, ton site internet est une vraie référence dans le domaine du paranormal. C'est psyland.org. C'est ça. Bien entendu, où on trouve de tout, bibliographie, articles. J'essaie de donner des points d'entrée sur tous les domaines de toutes les particularités de la parapsychologie, les domaines du paranormal en général. Ouais. Quelques références, surtout des points d'entrée. Ouais. C'est Psyland avec un I. Voilà, Psyland, PSILAND.org. Voilà. Très bien. Alors, Pierre et Jocelyn sont en ma compagnie, en votre compagnie ce soir pour répondre à vos questions. Je vous rappelle que des témoins vont venir nous rejoindre pour nous raconter ce qu'ils ont vécu, cette sortie hors du corps, comment ils l'ont vécu et comment ça s'est passé, bien entendu. Et vous pouvez réagir, nous apporter vos commentaires, vos réactions, vos questions, bien entendu. C'est avec grand plaisir que mes invités y répondront. Alors, deux biais pour ça, comme pour les témoignages. Le standard d'abord, 0826 300 300, 0826 300 300. Je rappelle pour la énième fois que ce numéro n'est pas surtaxé, au contraire, et quand vous appelez, on vous rappelle, donc ça vous coûte vraiment pas cher, vous pouvez y aller, vous pouvez vous permettre de nous appeler, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il y a un autre biais également, c'est par les SMS avec le portable. Vous tapez sur votre portable le mot Sud, ensuite vous laissez un espace et vous rédigez votre question, votre réaction, ils arrivent directement sous mes yeux, sur l'écran de contrôle que j'ai à côté de moi, et je serai évidemment votre porte-parole. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mes deux invités, Pierre Massias et Jocelyn Morisson. Alors, Jocelyn, je vais commencer avec vous. D'abord, rappelez-nous en quoi consistait cette journée. Comment dit-on, martingale, bref, à Martigues. Je suis pas non plus de la région de PACA. Donc on a organisé, oui, j'ai eu la chance de faire partie donc du comité d'organisation en fait, qui a monté cette journée donc sous l'égide de la société S17 Productions, conduite par Sonia Barcala. C'est elle qui a eu l'initiative en fait de cette journée. On a fait venir en France pour les premières rencontres internationales consacrées à l'expérience de mort imminente. On a fait venir en France le docteur Raymond Moody, donc que vous aviez effectivement interviewé dans l'émission, et puis un certain nombre de médecins européens, donc le docteur Pim van Lommel, le docteur Sam Parnia, tous qui sont connus pour s'être intéressés à l'expérience de mort imminente et donc nécessairement à l'expérience hors du corps, évidemment, qui en est une des premières composantes. On va le voir, une des composantes principales même. Et il y avait aussi bien sûr les médecins français, Jean-Pierre Jourdan de Jans France, Jean-Jacques Charbonnier, Sylvie Détiola, Mario Beauregard qui est venu du Canada, qui est un neurologue, etc. Donc on a essayé de faire une journée très complète et ça s'est merveilleusement passé. Raymond Moody a déclenché l'enthousiasme chez tout le public.
Et les chercheurs présents étaient très contents également d'être réunis pour travailler entre eux, pour pouvoir échanger leurs idées. Bien sûr. Et voilà, c'est une journée qui en appelle d'autres, bien entendu. Mais enfin, c'était pour la France et même pour l'Europe, c'était une première quasiment, on peut le dire. Hein. Ouais, un succès public certain. Ouais, à peu près environ 2000 personnes qui se sont déplacées donc ce qui est beaucoup, à Martigues pour cette journée. Donc c'était beaucoup. D'après les orateurs, effectivement, ils avaient rarement vu une audience aussi importante. Voilà. Donc... Alors, ce qui surprend quand même, c'est ce succès populaire. 2000 personnes en une journée, ça veut dire que ce phénomène intrigue évidemment. Il y a une vraie interrogation autour de ce phénomène, c'est évident, et ça va en s'accroissant, hein, c'est clair. Parmi les gens qui étaient là, il est probable, et on l'a même fait avec sous forme de petits votes à main levée, qu'environ un tiers d'entre eux étaient des gens peut-être en deuil, directement en deuil, qui avaient perdu un proche récemment, qui cherchaient une réponse par rapport à ça. D'autres, peut-être un autre tiers environ, étaient eux-mêmes expérienceurs. C'est le terme qu'on utilise. C'est-à-dire qui ont vécu pour décrire, cette expérience. Ceux qui ont vécu l'expérience de mort imminente. Et puis un autre tiers, disons, de curieux, de proches, de gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Mais bon, on le voit dans la presse. Hein. Il y a eu un article dans Science et Vie récemment dans un série. Le Monde des religions ce mois-ci consacre un article important également. Bon, Nouvelle Clé, c'est une thématique qui est traitée régulièrement dans ces colonnes, bien sûr, mais il y a une vraie interrogation, un vrai enthousiasme pour que la recherche progresse sur ces questions-là et qu'on ait des réponses d'un autre ordre que celles que peuvent fournir les traditionnelles balivernes qu'on entend malheureusement et qui proviennent de l'ésotérisme ou d'ailleurs, hein, mais il y a aussi la vérité à chercher de ce côté-là. Malgré tout, il faut faire la part des choses, c'est la difficulté. Alors, du côté de l'ésotérisme, puisque vous avez prononcé le mot, c'est ce qu'on appelle des voyages astraux. Hein, c'est à peu près ça. Le voyage astral correspond à l'expérience hors du corps, disons. Voilà, sauf que la personne va quitter son corps, mais justement va partir dans les astres, dans les sphères, dans les étoiles, d'où le terme de voyage astral. Mais on accède aussi à des espèces de contrées mirifiques, avec des paysages merveilleux, des cathédrales de cristal, vous voyez, des choses extraordinaires qui relèvent de paysages oniriques. Et quelque part, on peut y voir le travail de l'inconscient aussi. Donc ça nous ramène à des choses qui sont de toute façon mal connues aujourd'hui, hein, la conscience, l'inconscient encore moins. Donc c'est vraiment là-dessus que la science doit s'interroger dans les années à venir, c'est évident. Alors Jocelyn Morisson, on va commencer par, si vous le voulez bien, faire la différence qu'il y a entre l'expérience de mort imminente et l'expérience de sortie hors du corps. Bien que ce soit, évidemment, on l'a déjà dit depuis le départ, deux phénomènes qui se côtoient régulièrement. C'est-à-dire que dans l'expérience de mort imminente telle qu'elle a été un petit peu identifiée par les premiers chercheurs... Rappelez-la nous ce que c'est. Il y a une succession de phases. De manière schématique. Voilà, il y a une succession de phases où justement la personne se trouve en imminence de mort, donc à la suite d'un accident, d'une maladie, d'un arrêt cardiaque, etc. Et la première de ces phases va être une sortie du corps. C'est-à-dire que la personne a la sensation tout à fait réaliste, de son point de vue à elle, de sortir, de quitter son corps, d'autant plus réaliste qu'elle se voit elle-même, qu'elle voit son propre corps inerte, donc dans la plupart des cas, et qu'elle a du mal d'ailleurs à l'identifier dans un premier temps. Hein. Mais bon, ça c'est une parenthèse que je fais. Mais c'est la première phase. Donc cette première phase, la personne va sortir de son corps et va pouvoir bouger dans son environnement et percevoir des choses autour, donc de la scène éventuellement, de la scène. Donc elle va vraiment voir ce qui se passe autour d'elle. Elle peut se déplacer, elle peut s'approcher, s'éloigner, etc. On va voir que ça s'explique par des théories un peu nouvelles qui sont intéressantes aussi. Mais ensuite, dans l'expérience de mort imminente classique, donc la personne ne va pas s'arrêter là, elle va ensuite passer par un tunnel, c'est le fameux tunnel, qui va lui permettre d'accéder à là aussi une phase lumineuse, une phase qu'on appelle transcendante, dans laquelle elle va pouvoir éventuellement communiquer avec des êtres disparus, rencontrer des guides spirituels, voilà ce genre de choses où là l'expérience est beaucoup plus mystique dans son contenu. Et ensuite la personne revient, fait simplement le chemin inverse, avec d'autres caractéristiques qui se greffent là-dessus. On peut revoir toute sa vie. Par exemple, c'est une caractéristique forte, souvent très impressionnante, parce que les personnes qui revoient leur vie ressentent également toutes les émotions qu'ils ont vécues eux-mêmes et qu'ils ont fait vivre aux gens de leur entourage à ce moment-là. Donc il y a des épisodes comme ça. Émotionnellement, ça va être dur. C'est très très fort. Et donc ces gens vivent une expérience qui est plus profonde en fait, qui est plus forte, qui est plus transformatrice aussi pour eux. Mais il y a effectivement des gens qui, même dans une expérience de mort imminente, ne vont même pas passer par la phase hors du corps. Certains vont se retrouver directement dans le tunnel ou dans la lumière, par exemple. Donc là, on a une différence aussi, une première différence en tout cas. Et d'autres, au contraire, ne vont faire que la partie sortie hors du corps. Et cela, ça peut arriver soit dans des circonstances
de mort imminente, soit dans des circonstances tout à fait autres. Tout à fait banal. Lors d'une sieste, par exemple, voilà, des choses. Une sieste, une méditation. Alors on sait qu'il y a des exercices mentaux, des exercices de méditation, bien sûr, tout ce qui relève de la méditation un peu transcendantale, à la mode bouddhique ou hindouiste, etc. On sait que ça conduit à des phénomènes très très similaires, très proches. Mais dans nos civilisations à nous, ça c'est quelque chose qu'on connaît assez mal. En revanche, le voyage de l'âme, cette notion-là, ça fait partie de l'ésotérisme, comme vous le disiez tout à l'heure, cette voyage astral. Oui. Là, vous êtes en train de nous dire que on sait, peut-être pas de manière certaine, mais on sait qu'il y a des gens, donc des moines bouddhistes ou des yogis, par exemple, enfin dans le monde oriental, qui sont capables de produire ce genre de phénomène par un savoir, un mécanisme qu'ils ont acquis finalement. Oui, en fait, c'est une technique. Et ce qui est impressionnant, c'est que pour eux, c'est anecdotique. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui doit être recherché en tant que tel. Parce que nous, on a cette curiosité-là de vouloir, je sais pas, aller épier chez son voisin ou sa voisine, disons. Pour eux, c'est trivial. Le fait de chercher à sortir de son corps, c'est trivial. C'est une sorte d'épiphénomène dans leur pratique, dans la pratique de la méditation qui vise à accéder à quelque chose de plus élevé, supérieur, quelque chose qui relève de l'absolu, de la fusion avec l'absolu, etc., où on transcende complètement les limites de l'espace-temps, on dépasse les limites du soi, donc on ne recherche pas à voir ce qui se passe autour de son corps ou ailleurs, dans l'univers matériel. On s'échappe de l'univers matériel. Mais il y a des descriptions clairement validées par le Dalai Lama dans des livres qui ont également concerné des chercheurs en neurosciences. Il y a eu des dialogues qui ont été organisés entre le Dalai Lama, des chercheurs en neurosciences et des lamas tibétains qui se sont prêtés à des expériences, des gens qu'on a placés sous scanner, on a regardé ce qui se passait dans leur cerveau, etc. Et donc le Dalai Lama, dans ces livres-là, a validé le fait que l'expérience de sortir du corps existait dans le bouddhisme, dans la pratique du bouddhisme tibétain, dans la pratique de la méditation. Le Dalai Lama qu'on peut pas soupçonner d'être un joyeux rigolo. Mais comme quelque chose d'anecdotique, disons. Oui. Vous voyez, il n'a pas voulu donner d'importance à ça, pour ne pas que l'on se détourne en fait de la voie que lui considère comme étant importante, qui est la voie vers l'éveil, vers l'élévation spirituelle. Oui, tout à fait. Jocelyn Morisson, vous restez avec nous, Pierre Massias également. Une première pause et ensuite je vais vous poser à l'un et à l'autre les questions que pose justement ce genre de phénomène. Pourquoi l'étudier ? Parce que c'est quand même sortir hors de son corps ou vivre une expérience de mort imminente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nous qui s'en va et qui revient. Donc que devient ce quelque chose qui s'en va une fois que le corps biologique s'arrête? Donc c'est la question ni plus ni moins que la question de l'âme. C'est quand même une question importante après la réponse après laquelle court l'homme depuis l'aube des temps. Vous restez avec nous. On vient de recevoir un SMS de France qui nous dit « Je sors régulièrement de mon corps. Ce qui surprend, c'est la vision globale et précise des lieux et un retour parfois brutal dans son corps. » France, je vous invite à nous appeler tout de suite au 0826 300 300 pour nous faire part de vos expériences. Si vous sortez régulièrement hors de votre corps, vous pouvez nous apporter un témoignage tout à fait intéressant sur ce que vous voyez justement et comment vous vivez ces sorties hors du corps. 0826 300 300 pour nous appeler au standard, le SMS pour nous envoyer des messages comme celui de France. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire et vous l'envoyez au 71 200. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons du phénomène des sorties hors du corps, qui est un phénomène passionnant, un phénomène, vous l'avez compris, qui est très proche de celui de l'expérience de mort imminente, mais c'est le phénomène qui se produit finalement juste avant cette expérience de mort imminente. Donc, sortie hors du corps avec mes invités, Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, Pierre Massias, qui collabore à cette émission depuis le début. Jocelyn Morisson, la question que pose quand même ce phénomène, c'est pour ça que des grands scientifiques s'y intéressent, c'est pour ça que vous avez eu 2000 personnes lors de ce congrès international à Martigues, ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort, clairement. Alors, pour moi, c'est la deuxième question que ça pose. La première. La première question que ça pose, c'est où est localisée la conscience ?
Et encore, il est même pas sûr que l'on puisse poser la question de cette façon-là, parce que peut-être que la conscience n'est pas localisée du tout finalement. Est-ce qu'on pose mal le problème? On la cherche dans le cerveau, peut-être qu'elle n'est pas dans le cerveau, qu'elle est dans un champ d'énergie, quelque chose comme ça. Les chercheurs réfléchissent à des notions comme ça, parce que ces champs seraient reliés entre eux, donc ça expliquerait aussi les liens qu'il peut y avoir entre les personnes, à la fois simplement de l'intuition ou jusqu'à de la perception extrasensorielle, pourquoi pas. Ah oui, ça expliquerait la télépathie, c'est-à-dire que etc. Enfin, dans les expériences de sortie hors du corps, il y a des cas de perception extrasensorielle, c'est-à-dire que des gens voient des choses qui se déroulaient en même temps à des kilomètres. Il y a des témoignages où les gens voyaient ce qui se passait à des endroits très très éloignés les uns des autres, etc. Ou dans le passé, ou dans certains cas même dans le futur, des événements futurs. Alors, bon, tout ça c'est à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr, mais voilà les questions d'investigation est énorme. Donc la question que ça pose, dans un premier temps, de mon point de vue et du point de vue de quelques responsables, notamment au sein de Jans France. C'est la position de Jean-Pierre Jourdan, je vous la cacherai pas parce qu'on va en reparler un petit peu de Jean-Pierre Jourdan. Oui, parce qu'il a une hypothèse tout à fait intéressante. Voilà, où est la conscience, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça dit pour nous ici et maintenant, quoi. Parce que les gens qui reviennent de ces expériences-là disent aussi, j'avais l'impression d'être un moi beaucoup plus grand que ce que je suis maintenant, donc ça veut dire que j'avais l'impression aussi de retourner à la maison, etc. Donc on est probablement beaucoup plus que ce qu'on pense être simplement dans notre petite incarnation. On frôle le mystique, ça. On frôle le mystique. Voilà, donc c'est intéressant déjà de travailler là-dessus, sur ce qu'on est potentiellement. Qu'est-ce que c'est que ces capacités que la conscience semble avoir comme ça, qui semblent tout à fait magiques. Et c'est pour ça que beaucoup de gens le rejettent comme quelque chose de trivial ou de puéril, parce que ça a un côté quand même magique. Donc on dit, certains sociologues vont dire c'est de la pensée magique. Voilà, donc ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut aller voir au-delà de ces apparences-là. Et heureusement, il y a quelques scientifiques qui le font. Et donc effectivement, vous le disiez, la deuxième question que ça pose, évidemment, c'est qu'est-ce qui arrive à cette conscience, parce que maintenant c'est le terme qu'on utilise, c'est le terme conscience. On parle d'âme, on parle d'esprit, mais il y a une sorte de consensus qui se fait autour de ce terme de conscience, parce que les Anglais utilisent ça. Les Anglais utilisent consciousness, donc voilà. Donc qu'est-ce qui arrive à cette conscience après la mort? Effectivement, c'est l'autre question. Les personnes, on va avoir des témoignages là dans quelques minutes à l'antenne de gens qui l'ont vécu. Les personnes qui l'ont vécu sont très claires. C'est-à-dire quand ils voient leur corps comme ça qui est allongé, ils ont leurs souvenirs, ils ont leurs yeux, ils ont leurs oreilles, enfin tous les sens sont présents, pas dans le corps mais dans la conscience, quoi. Ouais, ils n'ont pas le sens du toucher ou du goût ou de l'odorat, mais ils conservent la possibilité de voir et d'entendre, effectivement, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Alors ça ça devient quoi après? Voilà, et donc on peut faire l'hypothèse que la conscience survit à la mort du corps, à la mort physique. C'est une hypothèse que font certains, mais que se refusent à faire les plus rigoureux parmi les chercheurs. Bon, Raymond Moody, qui était à Martigues, a bien dit que l'expérience de mort imminente, parce que là, je parle de l'expérience de mort imminente au sens large, ne prouve pas la survie de la conscience, ne prouve pas la survie après la mort. À elle seule, elle ne peut pas prouver ça. C'est un travail de philosophie c'est un travail de réflexion philosophique et métaphysique qui nous permet d'arriver à éventuellement des conclusions ou en tout cas des convictions. Mais il y a un problème de logique, de logique rationnelle, d'outils conceptuels. Vous voyez, le travail de Raymond Moody actuellement, c'est ça, c'est d'essayer de bâtir une nouvelle forme de logique qui va nous permettre d'intégrer des notions comme ça qui semblent complètement contradictoires. Subjectif, objectif, onde, particules, enfin vous voyez, des couples de contraires comme ça qui doivent se résoudre dans une nouvelle forme de logique. Donc voilà un peu la réflexion de Raymond Moody. Et en tout cas, ça n'empêche pas de s'interroger sur le fait qu'effectivement certaines personnes ont été déclarées mortes, ont été déclarées cliniquement mortes, etc. Et malgré tout sont revenues entre guillemets pour décrire ce qui s'était passé pendant leur réanimation, etc. Je peux citer un exemple. Volontiers, c'est un cas typique de sortie hors du corps pendant une expérience de mort imminente, donc qui est raconté par Pim van Lommel. Et Pim van Lommel, c'est un médecin donc qui est un cardiologue hollandais qui était présent à Martigues et qui nous a fait une très belle conférence d'une heure et demie à peu près. Ouais. Et il raconte donc dans son étude, il cite le cas d'une personne qui est arrivée à l'hôpital, donc en arrêt cardiaque. Il a été trouvé inconscient dans une prairie quelques minutes plus tôt. Oui. Donc dans ces cas-là, s'il n'y a pas une réanimation qui est entreprise très rapidement pour faire repartir le cœur, le cerveau n'est plus irrigué, donc il est très endommagé, etc. Ouais. Alors le médecin raconte qu'on s'est rendu compte au moment d'intuber ce patient qu'il avait un appareil dentaire. Donc l'intuber, c'est lui mettre un tube pour l'aider à respirer tout simplement. Oui. Et une infirmière lui a donc retiré ce dentier, l'a placé dans le tiroir d'un chariot roulant, un chariot donc de bloc opératoire, disons. Oui. Et on a oublié un peu cet élément. On a réussi à refaire repartir le cœur de cette personne.
donc son cerveau a à nouveau été irrigué, mais il n'a pas repris conscience. Il est resté inconscient tout le long, d'accord, dès avant son arrivée jusqu'à ce qu'on l'envoie dans un autre service, donc de soins intensifs, pour continuer les soins. Une semaine après, il est revenu dans l'unité de soins cardiaques, donc pour continuer à nouveau les soins. Et là, il avait repris conscience. Et dès qu'il a vu l'infirmière qui lui avait retiré son dentier, il lui a dit: ah, mais c'est vous qui savez où est mon dentier, parce que je vous ai vu. J'étais au-dessus. Je vous ai vu me l'enlever, le disposer dans le chariot qui était comme ci, comme ça, dans le tiroir. Donc ce chariot, maintenant, vous devez savoir où il est. Et il lui a décrit l'ensemble de sa réanimation. Il lui a décrit les conversations des personnes qui étaient là, des médecins, des infirmières, etc. Et là, on n'est plus dans l'anecdote, on n'est plus dans le récit qui est invérifiable. C'est un médecin cardiologue tout à fait respectable et respecté dans son pays et au-delà, qui nous raconte ce genre de faits. Et il en a d'autres, évidemment. Il raconte celui-là parce qu'il est assez emblématique. Bien sûr, mais il en a bien sûr d'autres. Et beaucoup d'autres que lui ont également d'autres récits. Donc aujourd'hui, il y a une prise au sérieux de ces récits-là qui est un élément nouveau dans la recherche. C'est au moins le premier progrès qui a été fait. C'est-à-dire qu'une partie de la communauté scientifique et médicale prend ça au sérieux. Parlons un petit peu de Jean-Pierre Jourdan, qui était présent. Présentez-le nous d'abord. Qui est-il et parlez-nous on va l'évoquer rapidement parce que ça va être le sujet de son prochain livre. Il sera d'ailleurs l'invité des Aventuriers de l'étrange. Qui est-il et son hypothèse qu'il a avancée, qui est très séduisante. Jean-Pierre Jourdan, c'est un médecin donc qui est installé dans le sud-est de la France et qui, depuis 18 ans environ, recueille des récits d'expériences de mort imminente pour l'essentiel. Il y a également des gens qui lui racontent leurs expériences de sortie hors du corps, simplement parce qu'ils savent que ça fait partie du sujet qui l'intéresse. Mais enfin, pour l'essentiel, il recueille des récits de Near Death Experience, NDE, ou donc expérience de mort imminente. Et il a bâti une théorie qu'il expose dans un livre qui va sortir très bientôt, on l'espère. Et son livre va être préfacé d'ailleurs par Raymond Moody, qui a été très intéressé par sa présentation lors du congrès de Martigues. Alors lui a apporté une hypothèse, alors voilà, très novatrice. Il propose une hypothèse qui est à la fois très simple et très pertinente aux yeux de beaucoup, parce que justement elle est simple. Vous savez que c'est une des caractéristiques aussi des bonnes hypothèses scientifiques. Donc c'est juste un modèle en fait qui propose. Qui paraît évident, on se dit pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt en fait. C'est-à-dire que beaucoup des descriptions qui sont faites par les gens qui disent j'étais hors de mon corps, je voyais les choses comme ci, comme ça, trouvent une explication simple si on imagine simplement que l'on se déplace dans une 4e dimension spatiale. Alors en réalité c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que ça englobe aussi le temps. Mais si on imagine, lui son modèle prend l'hypothèse qu'on part d'un univers en 2 dimensions. Il prend l'exemple d'un univers en 2 dimensions dans lequel un être se déplace. Donc l'être n'a pas d'épaisseur, il est sur une feuille. D'accord, on imagine sur une feuille. Comme les jeux en 2D, c'est ce qu'on appelait les jeux vidéo en 2D, en 2 dimensions. Il se déplace sur sa feuille et pour voir tous les points de cette feuille, il a besoin d'explorer toute la surface en voyant les points un à un. Or, on comprend immédiatement que s'il s'élève dans la 3e dimension, s'il s'élève au-dessus de la feuille, il peut percevoir simultanément l'ensemble de la feuille. Tout à fait. C'est la différence entre nous quand on voit un tableau et une sculpture. Quand on voit le tableau, on voit l'ensemble des points, on voit l'ensemble du tableau simultanément d'un seul regard. Après, on focalise l'attention sur des détails, mais une sculpture, on doit en faire le tour. On doit se déplacer pour en voir toutes les faces. Tout à fait. Voilà. Donc ce modèle part simplement de cette analogie-là, et il se trouve qu'il explique d'une manière très très juste des phénomènes comme le fait que les gens voient par transparence, par exemple. Le fait de s'élever au-dessus de notre dimension permet de voir à la fois l'arrière et l'avant des objets. Puisqu'on s'élève au-dessus. Il faut imaginer qu'on part de la 2D et qu'on arrive dans la 3D. On va voir ce qu'il y a à la fois devant et derrière, mais en s'élevant très très peu. Comment est-ce que nous, on va interpréter ça à partir de nos outils conceptuels, parce que même si on est hors du corps et que c'est pas le cerveau qui travaille, on garde nos mêmes outils d'analyse et de réflexion. Évidemment. Si on voit l'avant et l'arrière d'un objet, c'est qu'il est transparent. C'est comme ça qu'on l'interprète. Et effectivement, vous avez des tas de témoignages où les gens disent les objets étaient transparents, je voyais à travers la poche de l'infirmière, tout à fait, je voyais, etc. Je voyais à travers le toit, le capot de la voiture, mon corps inanimé sur le siège. Voilà un cas où l'objet était transparent. Donc ça, c'est une analogie. Une deuxième chose qui s'explique assez bien avec ce modèle, c'est le fait d'avoir l'impression de se trouver partout à la fois. En fait, c'est la même idée. Le fait de devoir faire le tour pour nous, pour voir une sculpture en 3D, c'est une obligation, on n'a pas le choix. Donc si on voit tous les points
simultanément, c'est comme si on était partout à la fois. Vous voyez ? Oui. Donc voilà le genre de travail qu'a fait Jean-Pierre, d'essayer de faire coller aussi près que possible les phrases dites par les témoins telles qu'elles ont été formulées par eux, qui eux-mêmes ont eu du mal à formuler ça parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer. Voilà. Et lui a essayé de faire coller ça avec ce modèle qui colle d'une manière vraiment idéale. Et pour beaucoup de ces descriptions-là. La réaction des différents scientifiques, parce que quand il a exposé cette hypothèse, il y avait tous les autres scientifiques qui étaient là, et pas des moindres, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Ça a été accueilli comment ? Alors, il y a une part de circonspection, parce que ce modèle a l'air tellement simple qu'on dit c'est un peu trop beau pour être vrai. C'est un peu la réaction qu'on a devant la NDE en général, vous savez, dans l'expérience de mort imminente. On peut se dire c'est trop beau pour être vrai, et donc on jette. Mais bon, Raymond Moody en tout cas a été très intéressé, et beaucoup d'autres parmi les gens présents ont été intéressés, et savent qu'il y a là quelque chose à creuser. Et Jean-Pierre Jourdan prétend pas non plus lui-même être arrivé au bout du raisonnement. Il pense que c'est une bonne analogie qui permet de proposer une base de réflexion en fait. Et de soumettre ça après à l'expérience, parce qu'on peut imaginer des expériences à partir de ça. Sur le fait de voir par transparence, des choses comme ça. Vous savez qu'il y avait Sam Parnia qui lui a déjà testé. Sam Parnia était présent à Martigues aussi, donc lui il a déjà testé la sortie hors du corps avec des cibles qu'il avait cachées en hauteur dans des salles de réanimation d'hôpitaux. Il nous a raconté ça à Martigues aussi. Bon, ça n'avait pas donné de résultat, mais il a expliqué avec beaucoup d'humour comment il en était venu à dériver un peu les explications pour dire pourquoi il avait mis ces panneaux. Alors il avait fini par dire que c'était une étude pour ramasser la poussière en haut des salles des blocs opératoires, vous voyez. Bref, donc mais il y a une façon d'aller plus loin, de continuer en fait à rechercher dans cette piste-là avec des protocoles qui peut être enrichi par la réflexion de Jean-Pierre Jourdan. Ouais. Pierre Massias, que penses-tu de cette hypothèse qui pourrait apporter un début d'explication justement aux sorties hors du corps et ce que les gens voient ? Disons que ça amène une hypothèse. Je me demandais comment caractériser physiquement si Jean-Pierre imaginait une dimension physique supplémentaire ou s'il imaginait autrement. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est phisique au sens de nos 4 dimensions Oui, complètement. Lui, il l'imagine comme quelque chose de physique, mais je dirais que ça dépasse le cadre de ses compétences. Donc la balle est dans le camp des physiciens, et il y a certains parmi les physiciens qui sont intéressés par ces idées, bien sûr. Et oui, je crois qu'il l'imagine comme une dimension purement physique, effectivement. Donc il a construit un modèle, il lui a donné des caractéristiques en fonction de ce qui a été observé, de l'interprétation des témoignages. Maintenant, il va rester à vérifier cette hypothèse de la 4e dimension. Ça me fait penser à l'espace, à l'univers gémellaire de Jean-Pierre Petit, où pour expliquer certains phénomènes astronomiques à l'heure actuelle, qui permet d'expliquer certains phénomènes astronomiques actuels, c'est une hypothèse qui tient la route, qui est, je dirais pas validée, qui est acceptée entre guillemets. Qui consiste en quoi, cette hypothèse ? C'est un univers parallèle à notre univers. Okay. Grosso modo, c'est ça. La question, d'équilibre de masse et d'énergie, il y aurait un autre univers. Mais voilà. Je vois ce que tu veux dire, Pierre, tout à fait. Mais les astronomes, avant d'accepter cette hypothèse comme un fait, comme une caractéristique nouvelle de l'univers, ils demandent une preuve observationnelle. On peut parler de modèle ad hoc, c'est-à-dire que le modèle colle à la description. Mais maintenant, il faut le prouver. Voilà, ça ne va pas au-delà de ça. Après, il faut bien sûr passer une phase de démonstration. Un premier témoin nous rejoint pour discuter avec nous et nous raconter ce qu'il a vécu. Il s'agit d'Alain qui habite les Pyrénées-Orientales. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes en compagnie de Jocelyn Morisson et de Pierre Massias. Je vous propose de faire une petite pause, Alain. Vous restez avec nous et ensuite on se retrouve pour que vous nous racontiez ce que vous avez vécu et sans rien dévoiler, Alain. Juste comme ça, quand vous vous êtes réveillé, vous vous êtes, on va dire, retrouvé dans une position bizarre. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. N'en dites pas plus, vous allez voir, c'est assez cocasse, quoi. C'est assez gaguesque, le retour d'Alain sur Terre, entre guillemets. Une pause et vous allez découvrir son témoignage qui est tout à fait intéressant, avec une fin humoristique, on va dire. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous avons beaucoup de témoignages qui arrivent à notre standard au 0826 300 300, ce qui veut dire que pas mal de monde a l'air de vivre, Pierre, ce genre de phénomène. Est-ce que c'est un phénomène peu courant, très courant? Où est-ce qu'on peut le situer à peu près? Je dirais que c'est pas un phénomène rare en tout cas. Ouais.
je saurais pas donner un pourcentage de la population qui vit ce genre d'expérience, une ou plusieurs fois. Certains la vivent vraiment plusieurs fois. Mais c'est pas rare. Mais les gens n'en discutent pas, n'en parlent pas autour d'eux. C'est quelque chose qui va leur faire craindre de passer pour des huluberlus auprès des connaissances. Alors, Alain, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous a rejoint. Alain, racontez-nous, vous, dans quelles circonstances vous avez vécu cette sortie hors du corps. D'abord, ça date d'il y a combien de temps? Ça remonte aux années 80-83. Ah oui, ça remonte quand même. Et vous vous en souvenez parfaitement? Je risque pas de l'oublier. Oui. Alors, dans quelles circonstances est-ce que ça s'est passé? Racontez-nous. J'ai ma propre grand-mère qui a été victime, disons, d'un malaise. Elle était portée en clinique, aux urgences. Et je revenais du travail, je me suis pointé donc à l'hôpital pour la voir. Et fatigué, venant de l'étranger, parce que j'étais dans le Nord à l'époque, je me suis trouvé pris d'un malaise soudainement à côté de mon épouse. Je me suis affalé carrément en plein milieu des urgences et je suis parti complètement dans le cirage de fatigue, l'émotion, j'imagine, le fait de ne pas avoir mangé, d'être contrarié, tout ça en même temps m'a complètement mis à plat. Et une fois quand vous vous êtes évanoui, quand vous êtes tombé, que s'est-il passé? Disons que je me suis trouvé, je me souviens m'être affalé, mais disons progressivement. Je ne suis pas tombé comme une masse, mais une fois allongé, là vraiment, je suis parti complètement dans le cirage. J'ai plus souvenir de ce qui s'est passé à l'époque. J'entendais des sons et mon cerveau était incapable de déchiffrer quoi que ce soit. Donc les voix que j'entendais, c'était celles qu'il y avait autour de moi, mais impossible de comprendre un seul mot. Tout semblait comme des voix venant de nulle part. Impossible de comprendre quoi que ce soit. Et je me suis trouvé surtout sur le plan souvenir visuel, si vous voulez dire, face à une sorte de vision assez particulière. J'avais l'impression de voir quelque chose de bleu, de bleuté, très, très éclairé, avec au fond devant moi comme un point blanc très très lumineux qui m'attirait. Alors je me suis trouvé attiré par ce point blanc naturellement, comme quelqu'un qui se trouve dans un trou et qui a envie d'aller vers la lumière. Comme dans un tunnel et aller vers ce petit point blanc. Exactement. Ce point blanc me semblait très très éloigné, mais très très violent comme lumière. Et par contre, tout était bleuté autour et je vous dis, sur le plan des sons, rien d'incompréhensible. Mais vraiment rien d'incompréhensible. Complètement un cirage. Et est-ce que vous avez réussi à atteindre cette lumière? Non. Non, parce que j'avais l'intention d'y aller. C'était le but. Quand on est dans un trou, par exemple, et qu'on a la lumière devant soi, on a envie d'y aller. Bien sûr. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je l'ai su par la suite par mon épouse qui était à côté de moi. Je me suis donc trouvé bloqué au bout d'un moment. J'avais l'impression d'avancer, mais ça n'avançait pas. Et au bout d'un moment, je me suis trouvé complètement chamboulé et rappelé par l'arrière. Un violent rappel en arrière. Un rappel en arrière, mais qui était contre mon gré. Moi, j'avais envie d'y aller, et je me suis trouvé comme quelqu'un qui se trouve dans, je sais pas comment expliquer ça, dans un film qui veut aller vers l'avant et qui se trouve reculé. Mais bon, ça, c'est la description que je vous en donne maintenant. Mais je l'ai pas ressenti comme ça. J'avais envie d'y aller et je me suis pas trouvé, disons,
possibilité de fonctionner, d'aller vers l'avant. Ouais. Et à ce moment-là, très rapidement, vous êtes revenu à vous? Oui, d'après ce que me dit mon épouse, cela a duré facilement entre le moment où on est venu s'occuper de moi et le moment où je suis revenu à moi, il s'est passé à peu près plus de 6 minutes. 6 minutes? Oui. Ah oui, quand même. Ah oui, je vous dis, ça s'est pas passé. Je me trouvais très bien. J'étais bien dans ce milieu-là. Je voyais la lumière devant moi, j'avais envie d'y aller. Et je me suis donc trouvé contrecarré dans ce mouvement d'y aller. J'ai l'impression que si j'avais été jusqu'au bout du tunnel, peut-être je ne serais pas revenu. Ouais. Là, Jocelyn, on est clairement dans un cas d'expérience de mort imminente. Quasiment. Voilà, ouais, j'allais vous dire, c'est vrai que ça montre, ce témoignage montre que c'est très difficile de distinguer en fait les deux, parce que donc monsieur n'est pas allé effectivement jusqu'à la lumière, à la rencontre de la lumière, donc il considère qu'il a fait simplement une expérience de sortie hors du corps. Bon, après, c'est vrai que ça sert à rien de se perdre dans des terminologies. Là, il faudrait demander à monsieur s'il s'est vu en fait du dessus. Est-ce qu'il a vu son corps? Est-ce qu'il a vu l'environnement physique? Absolument pas. D'accord. Vous avez vu cette lumière directement. Voilà. Oui, cette espèce de tunnel et cette lumière vers laquelle vous aviez vraiment envie d'aller. Ah, j'avais vraiment envie d'y aller parce que bon, je me sentais bien. Vraiment, je me serais laissé aller, effectivement. Ouais. Jocelyn. Alors oui, c'est typique d'un début d'expérience de mort imminente, disons. Et je sais que, par exemple, dans le témoignage de notre ami Jean Borzel, il y a cette notion aussi de bleuté, de voile bleuté qui flotte, quelque chose de très très doux, comme ça, de très accueillant. Et en revanche, la question du point blanc, là, c'est caractéristique, c'est typique. C'est-à-dire que toutes les visions de tunnel commencent par un point blanc, un point blanc à l'infini, comme une dont on se rapproche, quoi, tout simplement. Mais Alain. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous nous avez dit, si on m'avait laissé y aller, je serais peut-être pas revenu. Oui, c'est vrai. Ça signifie mourir, quoi. Enfin, je veux dire, pour employer un terme tel qu'il est. Enfin, peut-être. Bah oui, mais je ne m'en rendais pas compte. Oui. Je n'avais pas la notion. C'est comme quelqu'un qui est dans un trou et qui voit une lumière. Imaginez quelqu'un qu'on met dans un carton, il voit une petite lumière, il a envie de sortir. Bien sûr. Donc c'est pas une volonté de mourir, pas du tout. Enfin, c'est une volonté d'échapper de l'endroit où on est pour aller vers l'extérieur. Ouais. Et vous aviez un sentiment de de bien-être de cette lumière? De cette lumière, non. Les sentiments de bien-être, oui, certains. Je ne sentais plus rien. Je n'avais plus aucun sentiment terrestre, si je puis dire, de lourdeur, de légèreté. J'avais aucun sentiment de légèreté puisque je me sentais vraiment totalement indépendant du corps. Ouais. C'est fou cette dimension dans laquelle on plonge. Enfin, les gens qui vivent ce phénomène, Jocelyn, se retrouvent. Ils se retrouvent dans un univers qui leur semble naturel, quelque part. C'est ça qui est assez intéressant, parce que ça peut vouloir dire tout simplement que c'est notre nature profonde qui est de vivre ça. Ouais. Pierre Macias? Oui, enfin, cette notion naturelle, excuse-moi, Jocelyn, mais je ne sais pas si c'est vraiment caractéristique de quelque chose de particulier. Je pense que quand on va prendre des drogues hallucinogènes, on va aussi avoir tout à fait cette impression d'univers naturel, enfin d'univers réel en tout cas. Pas naturel au sens fleurs et arbres, mais en tout cas réel, très réel. Ouais. Alors oui, je peux faire l'objection tout de suite, c'est qu'une expérience hallucinogène, une expérience psychédélique, elle produit des sensations plutôt confuses, et même s'il y a une impression de réalité, elle disparaît après l'expérience. C'est-à-dire qu'après l'expérience revenue à l'état lucide, on est parfaitement capable de distinguer le fait qu'on était dans un état confus à ce moment-là, et que bon, c'était impossible de distinguer l'objectif du subjectif, de ce qui est créé. Tandis que là, non, ça reste réel. Alors que là, une expérience de mort imminente, une expérience hors du corps comme celle-ci, survenue sans produit justement hallucinogène, ça reste comme un souvenir. La réalité du souvenir reste tout à fait valide. On peut poser la question, Alain. Pour vous, c'était réel ce que vous aviez vécu, enfin ce que vous avez ressenti et vécu, Alain? Pour moi, c'était réel dans la mesure où non seulement je ne fume pas, mais je me drogue pas. Je n'ai jamais fumé. C'est pas ce qu'on insinuait. Alain. Non. Mais je précise. C'est vraiment naturel. C'est vraiment réel et quelque chose de naturel. Pour moi, j'ai encore cette vision devant mes yeux. Comme il y a maintenant plus de 20 ans. Ouais. Et est-ce que ça a changé
quelque chose dans votre vie, dans votre manière d'envisager la vie, ou non? Pas grand-chose finalement. Dans un certain sens, si. Par la suite, oui. Oui, parce que je me suis aperçu qu'on n'était pas grand-chose et qu'il pouvait nous arriver quelque chose du jour au lendemain. Oui. Bon, j'ai eu par la suite d'autres petits soucis, d'autres petites algarades comme celle-là, mais beaucoup moins graves. Oui. Des petits malaises, mais pas quelque chose comme ça aussi fort. Mm-hmm. Comment dire ça, des baisses de tension très importantes. Oui. Une fois, je me suis réveillé, j'avais la fenêtre qui était à 1 mètre de mon lit. Bon, je me suis levé, j'ai même pas pu faire le mètre que j'avais pour ouvrir la fenêtre. Et quand le médecin est arrivé un quart d'heure après, j'étais à peine à 7 de tension, à peine. Ah oui, ce qui est vraiment très faible, Jocelyn. Donc, bon, ça m'est arrivé une fois. Une fois, j'étais contrarié également, que j'avais pas mangé, j'avais beaucoup travaillé, j'ai bu quelque chose de très frais alors qu'il faisait très chaud, dans un restaurant, 2-3 heures après l'heure de repas normal. Bon, je me suis pris un malaise parce que j'ai eu un animal de compagnie qui était en dessous, qui était fait qu'ils ont griffé l'œil. Bon, c'est pareil, je suis parti en vrille, si je puis dire, mais je suis resté conscient en permanence. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez vécu. Cette fois-là, c'était vraiment particulier. Oui. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Oui. Oui, alors pour revenir à nouveau sur cet épisode, Alain, je voulais savoir si à ce moment-là vous disiez au départ votre mère était souffrante. En fait, c'est ça qui vous avait amené à l'hôpital. Sa grand-mère Pardon, qui était souffrante. Elle était très souffrante. Elle était au service réanimation de la clinique de Lille. D'accord. Pardonnez-moi d'insister parce qu'en fait, il y a des expériences qui sont décrites comme ça. Je vais vous expliquer ça en 2 mots, qui sont des expériences de sortie hors du corps par empathie en quelque sorte. C'est-à-dire que si on a un proche qui est justement dans des circonstances proches de la mort lui-même peut faire des sorties hors du corps à répétition entre guillemets. Ça arrive, c'est ce qu'on appelle les visions des mourants ou ce genre de choses. Et des gens qui sont autour de lui qui accompagnent cette personne peuvent elles aussi. Bon, alors évidemment, il y a des états de fatigue qui expliquent aussi ça d'une manière rationnelle. Je veux pas dire que voilà, on se met à communiquer entre esprits, mais en tout cas, il y a des gens comme ça qui eux-mêmes vivent des expériences semblables dans ces circonstances-là précisément. Et c'est ce que Raymond Moody appelle des expériences de mort imminente par empathie. Alain, c'est pour ça que je posais la question. Pour conclure, racontez-nous dans quelle position vous vous êtes retrouvé lorsque vous êtes réveillé. Je me suis retrouvé dans une position assez particulière, c'est que mon premier souvenir lorsque j'ai ouvert les yeux, c'était quelque chose également de bleu et de blanc, mais totalement inversé. Au lieu d'avoir quelque chose de blanc dans le fond et de bleu autour, j'avais quelque chose de bleu sous le nez et de blanc tout le tour. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'avais un médecin qui était assis sur mes genoux, un homme, qui me faisait des massages cardiaques, et que, disons, assis en face de lui et accroupi devant lui, j'avais une jeune infirmière. Avec une culotte bleue. Oui. Et qui était assis carrément sur mon visage. Donc je me suis trouvé réveillé avec ça au-dessus de moi. Je me suis demandé ce qui se passait. Est-ce que ça pouvait bien être? Oui, ça j'imagine. Au point que, moi c'est une mémoire terrible de tout ce qui se passe en général, des personnes que j'ai déjà vues une fois, là non, impossible. Ni le médecin, ni la fille, je n'ai de souvenir de leur visage. Ouais. Mais j'en ai un autre souvenir. Oui, c'est un peu différent, certes. Oui, mais là, ça m'a vraiment estomaqué. Je me suis demandé ce qui se passait, mais bon, quand vous avez ça, disons, à 4 cm de vos yeux, on se demande quoi. Bon, c'était effectivement assez, pas désagréable, si je puis dire, mais quand même, se retrouver sur Terre dans ces conditions-là, c'est assez spécial. Oui, pour le moins. Pour le moins, oui. Bon. Merci Alain en tout cas de nous avoir gentiment rapporté ce que vous avez vécu. Okay. Et puis à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui, vous aussi. Merci. Bonne soirée. Et restez à l'écoute des aventuriers de l'étrange car dans quelques minutes, un autre témoignage d'un auditeur qui a vécu une sortie hors du corps, c'est Théophile qui habite à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques qui va venir nous rejoindre pour nous raconter son expérience, ce qu'il a vécu avec les réactions bien entendu et les questions, les débuts d'explication de mes invités Jocelyn Morisson et Pierre Massias. Les aventuriers de l'étrange.
avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Jusqu'à minuit, des témoignages de personnes qui ont vécu un phénomène de sortie hors du corps vont venir nous rejoindre avec Jocelyn Morisson, mon invité, qui est journaliste scientifique, qui collabore à plusieurs revues, dont les plus récentes Le Monde des religions et Nouvelles Clés. Également Pierre Macias, qui collabore à cette émission, Les Aventuriers de l'étrange, et dont je vous recommande le site qui s'appelle psiland.org, Psiland, PSILAND.org, qui est une véritable référence en ce qui concerne le monde des phénomènes paranormaux. Théophile vient de nous rejoindre. Bonsoir Théophile. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous habitez les Pyrénées-Atlantiques ? Oui, exactement. J'habite à côté de Bayonne, un petit peu tout autour de Bayonne. Ouais. Voilà, je m'appelle Théophile, j'ai 51 ans, je suis routier. Enfin, quand ça m'est arrivé, j'étais pompier de Paris, hein, j'habitais dans le 93. Ouais, vous aviez quel âge à ce moment-là ? Je sais plus, maintenant j'ai 51 ans, en 87. Ah oui, donc ça remonte à quelques années. Oui, ça, voilà. Ouais. Donc j'étais pompier de Paris, j'étais... ce que je veux vous dire, c'est pas... Ça, parce que moi je n'ai parlé qu'à ma femme, hein, je n'ai jamais parlé à personne, parce que c'est quelque chose qui est un peu bizarre, donc... moi, je voulais pas en parler parce que les gens, ils disent, après, ils vont dire, ils vous prennent un petit peu pour un fou, quoi. Des choses pareilles. Voilà, donc. Dans quelles circonstances ça s'est passé ? Racontez-nous. Voilà, j'étais couché, hein, on était couchés, ma femme et moi, et je me suis senti, je voulais me lever, je pouvais pas me lever, hein, c'est dur à expliquer. C'est-à-dire que vous étiez au lit. J'étais au lit et votre femme dormait. Voilà, on dormait tous les deux. Et je me suis trouvé dans un moment de, je sais pas, je voulais me réveiller, mais je pouvais pas me réveiller. Je voulais me lever, mais je pouvais pas ouvrir les yeux. Vous sentiez que votre corps ne répondait plus. Non, il répondait plus. Pour moi, dans ce cas-là, moi, j'ai cru que, enfin, c'est après, hein, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que j'étais, comment on dit, j'étais mort, quoi. Enfin, je sais pas exactement. Hein, je raconte peut-être des bêtises, mais je sais pas. Ouais. Donc, je me suis vu, alors donc je me suis levé. Enfin, mon corps s'est levé dans la position où j'étais couché. Donc, je suis arrivé pas au plafond, mais presque. Hein, je me suis levé à peu près, je sais pas, par 1m50, quoi. Ouais. Donc, je me voyais moi, je voyais ma femme couchée. Je me voyais moi et ma femme, je le voyais tous les deux. Ouais. Et donc je me suis j'ai sorti de la chambre, j'habitais dans un duplex à l'époque. Ouais. Je suis sorti de la chambre, j'ai fait le salon, je suis monté dans les escaliers, enfin tout en volant en quelque sorte. Quoi. Oui. Voilà. Ouais. Donc je voyais tout, hein, mais j'étais dans la position où je dormais, hein. Je voyais tout, j'ai fait tout le tour de la maison pratiquement. Et après je suis redescendu dans le salon et j'étais dans la cuisine et la fenêtre de la cuisine était ouverte. Et puis il y avait un petit peu de vent ce soir-là. Donc j'ai eu peur de sortir et d'être tapé par le vent, enfin de m'envoler, quoi. Oui. Hein? Donc j'ai eu peur de ça et donc je suis revenu à l'arrière. Je suis revenu dans la chambre, mais je voyais tout, hein. Je voyais mon appartement, je voyais tout. Hein, je voyais ma cuisine donc je suis revenu vers la chambre. Et à ce moment-là, ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu de me remettre dans mon corps, pratiquement, je me suis couché sur la moquette. C'est-à-dire que je suis descendu tout doucement, hein, je planais, quoi. Hein, je volais pas avec les bras, puisque j'étais dans la même position. Et quand je suis rentré dans ma chambre, je me suis vu moi, et j'ai vu ma femme qui était couchée. Et donc, je suis descendu tout doucement, et je me suis posé sur la moquette. Et à ce moment-là, quand je me suis posé sur la moquette, je me suis réveillé tout de suite. Et j'étais dans un état un peu, je respirais fort et tout, un peu. Et moi, voilà. Donc moi, mon impression, ça a été que j'ai cru que j'étais mort, que je partais, quoi. Après, en réfléchissant un petit peu, et que j'ai pas voulu partir, quoi. J'aurais pu sortir par la fenêtre et m'en aller. Je sais pas où, mais voilà, quoi. Mais alors, dites-moi, Théophile, j'aimerais avoir des précisions sur le moment où vous êtes entre guillemets baladé, hein, dans votre appartement. Oui. Vous aviez donc la sensation de flotter, on est d'accord? Ah oui, je flottais, mais dans la même position où j'étais couché, hein, parce que moi je dors avec le bras sous l'oreiller, donc j'avais un bras comme ça plié. J'avais pas l'oreiller, mais j'avais le bras plié. J'étais dans vous êtes resté dans la même position. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait tout l'appartement pratiquement,
et je suis revenu. Mais je sais pas, j'étais dans un état bizarre. Je vous dis, j'arrivais pas à me réveiller, j'arrivais pas à ouvrir les yeux, j'arrivais pas à bouger. Ouais. Pour moi, j'étais plus là, quoi. J'étais plus. Vous aviez donc la vision qui fonctionnait très bien. Oui. J'étais réveillé. Enfin, Ouais. j'étais réveillé. Oui. Enfin, vous voyez exactement. Vous avez vu partout les détails de là où vous êtes passé. Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir une vision plus pointue que quand vous étiez normal, réveillé Non. Je voyais tout normalement, tout comme si j'étais réveillé, comme si j'étais sorti me promener dans l'appartement, quoi. Oui. Je voyais tout très bien. J'étais pas. J'avais mal nulle part. J'étais bien. D'ailleurs, j'étais trop bien même. C'est-à-dire pas effrayé, hein? Pas effrayé. Non, j'avais pas peur du tout. Au contraire, j'étais très bien. J'avais, je sais pas, j'étais très bien. J'étais bien. J'avais, et je vous dis, à l'époque, j'étais pompier de Paris, donc j'ai pas comme disait le monsieur avant, je me pique pas non plus, je fume pas ni rien. Oui. Et parce que non, mais quand on raconte ça à quelqu'un, c'est pour ça que je le dis à personne, hein, je le dis qu'à ma femme, parce que les gens vont pas vous croire. Alors c'est un truc qui m'est resté, vous vous rendez compte, depuis 87. Ouais. Donc là, je vous ai entendu et j'ai voulu vous le dire. Ouais. Mais alors, est-ce que vous aviez la sensation, pour vous déplacer, c'est par comment dirais-je, par la volonté que vous alliez d'un endroit à l'autre, parce que vous n'aviez pas de jambes pour marcher. Non. Puisque vous flottiez. Non, je volais. Je volais. Ouais. Enfin, je volais, oui, exactement. Oui, c'est ça. Je faisais pas de geste, hein. J'étais toujours dans la même position. Oui. Je essayais pas de marcher, j'essayais pas de bouger mes bras, j'étais dans la même position. Pour vous, c'était naturel, cette C'était manière normal, j'étais bien, je visitais mon appartement, mais sans bouger, dans la même position, allongée, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça, quoi. Jocelyn, une question? Et donc ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu choqué tout ça. Oui, je vous dis, on en a parlé à personne, et voilà. Et depuis ce qui m'est arrivé là, peu de temps après, je vais peut-être maintenant, je me suis mis à peindre, je me suis mis à j'avais jamais peint de ma vie, hein. Oui, c'est-à-dire que ça, j'arrive à les vendre. Ça a changé des choses dans votre vie. Ça a changé des trucs et des choses, oui. Alors Théophile, attendez Théophile, on parlera de ce que ça a changé après. Ouais. Là, parlons quand même, continuons à, si vous le voulez bien, à nous pencher sur ce moment un petit peu magique, quoi, que vous avez vécu. Oui, c'est terrible, une question, Jocelyn, une question pour vous. Oui, je voulais savoir si vous aviez pu en fait vérifier simplement quand vous étiez hors du corps des choses qui étaient authentiques. Par exemple, vous disiez la fenêtre était ouverte. Est-ce qu'elle était vraiment ouverte? Oui, le lendemain matin, elle est ouverte. D'accord, parce qu'il y a des choses. J'ai eu peur de m'envoler, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez noté d'autres détails comme ça que vous avez pu vérifier ensuite, qui vous ont démontré à vous que vous étiez bien hors de votre corps finalement? Ou est-ce que c'est resté sans particularité? Non, parce que je vous dis, j'ai tout simplement couché, je dormais tout simplement, et puis voilà, Non, mais ce qui s'est passé avant, c'est que je me suis senti dans un état, mais j'étais fatigué, lourd, je pouvais pas ouvrir mes yeux, je pouvais pas bouger, je pouvais pas. J'étais en train de je sais pas, j'arrive pas à vous expliquer cet état, quoi. Et ça, c'est la sortie hors du corps classique. En revanche, Louis, là, pour le coup, la personne sort de son corps, fait un petit tour dans sa maison et revient. Et ça, si je puis me permettre un tout petit commentaire, je comprends pourquoi il en a pas parlé avant non plus, parce que comment est-ce que ça commence? Ça commence parce que le psychiatre va appeler une paralysie du sommeil. C'est-à-dire que la personne se réveille, n'est-ce pas Pierre? Mais elle va être incapable de bouger les membres, d'ouvrir les yeux, quoi que ce soit. Et donc, il s'ensuit souvent une forme de terreur et ça donne lieu à des expériences. Je voulais ouvrir mes yeux, moi. Moi, vous pouviez ouvrir vos yeux. Ouvre tes yeux, mais je me disais non. Voilà. Donc, mais enfin, juste pour continuer là-dessus, le psychiatre va dire, voilà, paralysie du sommeil, et ensuite, vous voyez vous-même, vous voyez ce qui se passe à côté, donc, hallucination otoscopique. Ou hallucination somatoscopique. Voilà, on se voit soi-même, on voit son corps. Voilà ce que va dire le psychiatre, si vous voulez. Le problème, il est là aujourd'hui. C'est que, heureusement, pas tous vont avoir ce discours-là, mais si vous prenez un livre de médecine, voilà ce qui est écrit. Donc, ça pose ce problème-là, et on sait d'autre part qu'il y a des expériences qui s'appellent les rêves lucides aussi, dont on peut dire un mot, parce qu'il y a une forte parenté avec ces phénomènes-là. C'est-à-dire que des gens vont vous dire, je suis sorti de mon corps. Attends, juste un mot là-dessus, monsieur. Après, je vais vous poser une autre question. Le rêve lucide, c'est la même expérience, sauf que la personne voit par la fenêtre et il neige. Vous voyez, sauf qu'on est au mois d'août. Voilà. Et la fenêtre, elle est pas au bon endroit sur le mur. Elle est sur l'autre mur en face. C'est inversé. Voilà. Il y a des choses, il y a des détails comme ça qui collent pas. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous demandais à Théophile si les détails. Alors que Théophile, c'était vraiment, voilà. Oui, c'est vraiment votre appartement. Il n'y avait pas de doute, quoi. Et en fait, oui, je voulais vous demander si vous étiez très fatigué à ce moment-là, mais en fait, vous y aviez répondu effectivement, mais vous n'étiez pas malade ou quoi que ce soit.
j'étais pas malade, j'avais pas bu, j'avais pas fumé. Non, moi je bois pas, enfin je fume pas. Bon, bah, voilà. Non, mais il y avait cette espèce de fatigue comme ça, d'état bizarre, quoi. C'est l'état où j'étais, moi. C'est un état de je sais pas expliquer, ça m'est jamais arrivé, hein. Donc ça m'est arrivé là, et c'est un état de fatigue. On peut rien faire. On a l'impression d'être paralysé. Qu'on veut ouvrir les yeux, mais on peut pas les ouvrir. On veut faire un mouvement, mais on peut pas faire. Et on veut parce qu'on s'en rend compte. Parce qu'en vérité, j'ai cru que je dormais, mais ça se trouve je dormais pas. J'étais dans un état bizarre, quoi, dans un état. Oui, tout à fait. Je voulais ouvrir les yeux, mais j'avais pas la force de le faire. Théophile, Pierre Massias a une question pour vous. Oui, en fait, pas une question, mais je voulais revenir sur cette notion de paralysie nocturne. En fait, même dans les cas d'OBE, ça va être un nouveau rapport entre OBE et NDE. Même dans les cas d'OBE, une étude américaine a montré que OBE, c'est-à-dire les sorties hors du corps. Pardon, sorties hors du corps. Ça veut dire donc les sorties hors du corps étaient une réaction tout à fait normale à un état de stress. Alors, il ne s'agit pas d'un état où la vie est en péril, mais ce serait quand même une réaction tout à fait normale chez des gens tout à fait normaux à un état de stress plus ou moins important. Ici, le cas typique, c'est la paralysie nocturne, qui est un phénomène courant aussi, on va dire, répertorié, connu. Mais qui un système de sauvegarde, quoi, en quelque sorte. Voilà, celui qui le vit est très étonné, il connaît pas ce phénomène, est très étonné. Et ça peut provoquer une sortie hors du corps. Ça peut provoquer une sortie hors du corps. Théophile, une question tout à fait banale, mais je dois vous la poser. Est-ce que, parce qu'après on va faire une pause et on va revenir sur ce que ça a changé dans votre vie. Est-ce que vous auriez envie de revivre ça? Mais j'ai essayé, je me comprends. J'ai voulu le refaire. J'ai voulu depuis des années. J'essaye parce que j'étais tellement bien que mais une seule fois j'ai presque réussi. Mais non, c'était peut-être après. Mais non, moi je pense qu'on peut pas. C'est le corps qui décide, quoi. Moi je pense. Alors, on peut pas refaire. Mais vous auriez envie quand même de le refaire. Ah oui. Moi c'était ma vie, pouvoir flotter comme ça, d'aller où je voulais, parce que bon, moi je me suis promené. Je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai aucune idée. Mais je vous dis, j'ai fait tout mon appartement. J'avais un F4 ou un F5 et j'ai fait presque toutes les pièces qui étaient ouvertes, quoi. Et donc le fait de descendre après puis de voir cette fenêtre ouverte, et elle était vraiment ouverte le lendemain. J'ai vu ma maison, j'ai vu tout l'appartement comme c'était. Et c'était très agréable. C'était vrai, c'est pour ça que c'est terrible, quoi. C'est incroyable et c'est beau, c'est bien parce que on se sent bien. Moi maintenant, je vous avoue franchement. Si c'est ça la mort, c'est cool. C'est super. Théophile, vous restez avec nous, on fait une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir votre témoignage. Si vous-même, comme Théophile ou comme Alain, qui nous a appelé avant, vous avez vécu quelque chose de l'ordre de la sortie hors du corps, ou même de l'expérience de mort imminente, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Tout à l'heure, on écoutera le témoignage de France et ensuite le témoignage de Bruno. Donc 0826 300 300, vous pouvez également nous envoyer vos réactions, vos questions, vos commentaires par SMS. Vous tapez Sud sur le portable, vous laissez un espace et vous rédigez votre commentaire, votre question. Ça arrive directement sur l'écran qui est à côté de moi et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons des sorties hors du corps avec des auditeurs et des auditrices qui l'ont vécu. Théophile est avec nous, Théophile qui habite du côté de Bayonne, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, Théophile, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Parce que ça a changé des choses quand même, le fait d'avoir vécu ça. Moi, je me suis rendu compte que ça avait changé beaucoup de choses. Je sais pas si ce fait-là d'être parti comme ça un petit peu à l'extérieur et de pas revenir dans mon corps parce que en vérité comme je vous ai dit, je me suis couché sur la moquette. Oui, c'est ça qui est étonnant. Vous n'êtes pas revenu. C'est pour ça que je vous appelle pour pouvoir trouver une explication parce que logiquement j'aurais dû revenir dans mon corps, quoi. Mais là, vous êtes revenu dans votre corps. Donc en vérité il me manque quelque chose maintenant. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Puisque je suis plus dans mon corps, pratiquement. Enfin, si. Si, vous êtes revenu dans votre corps parce que vous avez eu la sensation de vous coucher sur la moquette, mais après de manière naturelle, ça c'est. Voilà, je me suis réveillé, mais vous vous êtes réveillé et ça a réintégré. Jocelyn, une petite précision là-dessus. Théophile, est-ce que vous aviez la sensation d'être décalé, même après le réveil et dans les jours qui ont suivi, c'est-à-dire d'être encore un peu hors de votre corps? Après, j'étais plus pareil. Oui, il y a plein de choses qui ont changé. Oui,
J'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose jusqu'à maintenant, quoi. Jusqu'à maintenant, c'est pas à ça que je fais allusion, c'est d'ailleurs la vraie sensation d'être encore en partie hors de son corps, vous voyez, parce que je connais un témoignage comme ça. Peut-être. La personne, et pendant plusieurs jours, elle avait l'impression de se voir en même temps, à travers ses yeux et en même temps depuis le plafond. Non, mais j'étais plus le même, quoi. D'accord. C'est-à-dire que j'étais plus le Plan même. psychologique. C'était autre chose, quoi. Oui. Donc après, il m'est arrivé. Je vous dis, je me suis mis à peindre. Moi qui n'avais jamais peint de ma vie. Et j'arrive à faire des tableaux, j'arrive à les vendre, quoi. Mais c'est arrivé combien de temps après? Ça s'est fait petit à petit? Plusieurs années après, oui. D'accord, ça s'est fait petit à petit cette transformation. J'étais un petit peu en dépression, je sais pas pourquoi, parce que moi j'ai toujours été bien, hein, heureux dans ma vie, j'ai toujours eu un travail qui m'a plu. Et je me suis retrouvé dans une sorte de petite dépression. Oui. Et une copine m'a offert qui travaillait elle vendait des peintures. Elle m'a offert un petit chevalet avec des peintures à l'huile. Et je me suis mis à peindre. Mais j'ai jamais peint de ma vie, hein, attention, il faut savoir. Oui. Et je vous dis, maintenant, j'ai réussi à vendre des tableaux et tout. Et il n'y a pas que ça aussi, il y a des choses qui m'arrivent. Vous rappelez, je sais plus comment il s'appelle ce monsieur-là, qui parlait avec vous avant là. Yves Lignon. Yves Lignon, voilà, Oui. exactement. Mm-hmm. Bon, je crois que c'est lui qui était sorti à la télé. Il avait une enveloppe. Et puis il fallait deviner ce qu'il y avait dedans, et parce qu'il voulait chercher des gens comme ça. Mm-hmm. Et moi à l'époque, j'ai pris un papier, un crayon, j'ai commencé à dessiner. Et je savais pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Bon, j'avais fait plein de cercles, des ronds. J'avais fait quatre colonnes. Oui. Et j'avais fait un bateau. Et moi, j'avais essayé d'appeler par Minitel, parce qu'à l'époque, c'était le Minitel, là. Et en vérité, quand il a ouvert l'enveloppe, c'était des réserves de pétrole. Vous savez, des grands trucs ronds, là, avec 4 tours et un port à côté avec un bateau, quoi. Donc, j'avais réussi à voir. Et il n'y a pas que ça, il y a plein de choses que j'arrive à voir. Ça paraît un peu... je vous dis ça parce que... Mais j'aime pas trop en parler parce qu'ils vont dire... Non, mais c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, voilà, c'est après. Vous avez développé une sensation beaucoup plus fine. Voilà, quoi. quand j'arrive quelque part, mais c'est pas tout le temps, c'est parce que je veux pas et ça me fait peur en plus. Même quelqu'un... une fois, j'étais dans les Charentes chez des amis, on était en train de... Bon, il y avait une fête du village, j'étais là, et il y avait une dame avec un petit bébé dans un berceau, quoi. Et il devait avoir, je sais pas, 12-13 mois, quoi, un an, quoi. Ouais. Et j'ai vu sa tête, et j'ai vu qu'elle le petit, il allait pas bien, quoi. Et puis j'ai dit à sa mère, il faut bien vous occuper parce qu'il est malade, il est très malade. Bon, j'ai pas voulu lui dire que je le sentais très très mal. Et effectivement, 15 jours après, ma copine avec qui j'étais m'a dit que le bébé était mort, quoi. J'arrive à voir des choses comme ça. Ça paraît incroyable, hein, même moi, quand je vous en parle, ça me fait des frissons parce que je rentre dans quelque part et je sais plus ou moins ce qui s'est passé, quoi. Enfin, oui, vous le sentez comme si je vous aviez des antennes. Voilà, j'arrive à deviner des choses. C'est dommage que j'arrive pas à deviner le loto. Mais j'arrive à deviner des choses qui sont pas bien, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Et quand je vois des gens, une dame qui sait pas qu'elle est enceinte, je sais qu'elle est enceinte. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. Son visage, oui, vous le sentez. Je le sens. Au fond de vous le sentez. On parle pas avec les gens parce que on se dit il est fou celui-là. Mais après ça se passe. Je vais encore dire quelque chose qui va vous paraître un petit peu cinglé aussi parce que la dame là qui a noyé son bébé là, je savais qu'il était dans l'eau, je savais que c'était, enfin plus ou moins je savais que c'était elle, quoi. Je l'ai vu dans l'eau, son bébé, et ils l'ont retrouvé dans l'eau, quoi. Oui, vous l'avez senti. Ouais, dès que j'ai vu son visage à la dame quand elle a parlé à la télé, je savais qu'il était dans l'eau. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de choses comme ça, plein de choses. Et je vous assure, je suis pas fou. Parce que quand on en parle, j'ai l'impression d'être un peu... Les gens ils vont dire, mais il est cinglé, ce mec-là, il se croit un peu... Non, pas du tout. Je crois que Jocelyn, on peut rassurer Théophile. Hein. Oui, il faut savoir que vous êtes absolument pas seul dans cette situation. Il y a beaucoup de gens... parce que moi, je me dis, bon, attends, arrête. C'est pour ça que j'en parle pas, quoi. J'en parle même à ma femme. Ma femme, elle est en train d'écouter, elle doit se dire... Bon, il y a beaucoup de choses que je lui dis, et puis elle le sait. Il y a beaucoup de choses que je lui dis avant. Il y a quelqu'un qui le sait, mais j'en parle à personne, quoi. Je pense que vous auriez intérêt à accepter quelque part cette espèce de don de médium qui s'est un peu révélé en vous suite à cette expérience. Et encore une fois, c'est assez classique entre guillemets. On peut dire que ça arrive en tout cas à pas mal de gens, y compris l'aspect créativité et tout ça, hein, le côté artiste aussi qui se révèle après une expérience comme ça. J'ai jamais appris à peindre, quoi. Ça arrive à pas mal de gens aussi dans des circonstances semblables. Hein. Soit suite à une expérience de mort imminente plus intense, disons, soit une simple expérience comme ça de sortir du corps, entre guillemets, parce que ça n'a rien de simple, encore une fois. Et moi, ce qui m'aurait plu, c'est de pouvoir développer ça, mais avec qui et comment.
Mais bon, donc je laisse passer, mais moi ça m'embête parce que je vous assure que des fois il y a des petits trucs on voit à la télé, des machins, et j'arrive à voir des trucs et puis après ça s'avère que c'est vrai, quoi. Ouais. Écoutez, ouais. Théophile, Oui. on garde vos coordonnées puisque on connaît des scientifiques qui aimeraient justement rencontrer des gens comme vous qui ont ces capacités pour pouvoir mener des expériences ensuite et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et oui, si je pouvais développer ça, mais bon, c'est pas pour crâner, c'est pas pour me sentir Non, plus fort que les c'est autres. pour essayer de comprendre. Mais pour essayer de comprendre, parce que même moi, pour l'instant, j'ai toujours pas compris, quoi. Je vous dis, je me suis pas couché sur moi, dans mon corps, donc je suis pas le même, quoi. Tant que j'aurais pas retrouvé mon corps, c'est pas, enfin c'est même pas mon corps, parce que mon corps je l'ai, c'est pas ça, quoi. Oui. Tant que j'ai pas retrouvé ce qui s'est couché à côté de la moquette, quoi, c'est Merci en tout cas Théophile pour ce très joli témoignage. Bonne fin de soirée. Vous restez à l'écoute pour écouter la suite. Je vous dis, maintenant je suis chauffeur poids lourd et du matin au soir j'ai Sud Radio. C'est bien, ne changez rien. Donc j'ai voulu, parce que je vous ai entendu souvent en parler, je voulais pas, puis arrivé un moment, j'ai dit bon je vais appeler. Puis j'ai appelé comme ça, je vous ai laissé mon numéro, puis j'ai appelé comme ça et bon maintenant ça me soulage un petit peu, parce que si on pouvait m'expliquer ce qui s'est passé, ça serait super, quoi. Merci parce que beaucoup. Je cherche encore la réponse. Bien entendu, nous aussi d'ailleurs. Merci beaucoup Théophile, merci pour ce très joli témoignage. Alors Pierre, on peut quand même rassurer Théophile en lui disant qu'il est loin d'être le seul à avoir vécu ce genre de phénomène. Oui, tout à fait, loin d'être le seul. En général, très très souvent, le plus souvent, dans des cas spontanés, ce sont des événements choquants parce qu'ils ont la force. On peut imaginer, ils ont la force d'impressionner justement. Le fait de penser, s'il s'agit effectivement d'une voyance que ce gamin de l'actualité était dans le lac, dans l'eau avant que ce soit annoncé, il faut se dire quand même que certains médiums au sens large, c'est-à-dire voyants ou radiesthésistes, collaborent avec la police. Donc ils vont avoir... Ils sentent eux aussi ce genre de choses. Voilà, tout à fait. Et ça, d'ailleurs, ça m'a fait penser à Gérard Croiset, qui avait à une époque collaboré avec la police de son pays pour retrouver justement un noyé. Oui. Jean-Louis Crozier, le radiesthésiste qu'on a eu, qui habite en Ardèche, et lui, tout à fait. qu'on a eu dans Les Aventuriers de l'étrange, lui collabore régulièrement avec la police ou pour rechercher des personnes disparues, et il en retrouve un certain nombre. Tout à fait. Donc, là, il n'a pas une réussite à 100%, loin de là malheureusement, mais il réussit quand même, c'est significatif. Oui, complètement. C'est au-delà de 50%, je crois, 55 ou 56%, il me semble, il nous l'avait dit. Mais bon, ça reste à vérifier, mais en tout cas, il a un don certain, et on peut rassurer Théophile, il n'est pas le seul à vivre ça, loin de là. Oui, et justement, je pensais, et dans des cas de NDE particulièrement, des gens qui vivent ça, qui savent pas, qui n'osent pas en parler. Je m'adresserai là directement à Jocelyn pour lui demander à qui peuvent-ils s'adresser. En cas d'expérience aux aventuriers de l'étrange. Voilà. D'abors, expérience de mort imminente, c'est l'association Yans France qui s'en occupe en France. Donc Yans-IANDS-France.org. Voilà, c'est tout ce que je peux donner comme contact, parce que j'ai pas de téléphone sous la main. Et là, ils auront toutes les informations. Et on s'intéresse également donc à Yans France, aux expériences de sortie hors du corps, même s'il n'y a pas ensuite de phase dans la lumière, etc. Le site internet iands.org. -france.org. Voilà. France.org. On le redonnera évidemment à la fin de cette émission. Nous avons France qui est avec nous. France qui nous a laissé un SMS en tout début d'émission. Bonsoir France. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle du Gard, de Beaucaire. Très jolie région. Vous avez de la chance d'habiter par là-bas. C'est agréable. c'est vrai. Dites-moi, France, juste très rapidement, parce qu'on va faire une pause et on se retrouvera dans quelques minutes pour que vous puissiez avoir le temps de nous expliquer ce que vous vivez. Vous vivez des sorties hors du corps fréquemment? Oui, assez fréquemment, oui. Je dirais depuis à peu près un an. Oui. Au début, c'était un petit peu, pas angoissant, mais surprenant. Et puis, je m'y suis habituée et c'est même très agréable. Oui. Alors, vous restez avec nous, France, une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour que vous nous racontiez d'abord comment ça a commencé, comment cela se passe et ce que vous réussissez à voir et à vivre lors de ces sorties hors du corps. Vous êtes bien sur Sud Radio. Nous parlons de ce phénomène extraordinaire avec Jocelyn Morisson qui est journaliste scientifique, avec Pierre Massias qui est mon collaborateur pour
pour cette émission, et Pierre Massias qui est le webmaster, c'est comme ça qu'on dit, hein. Oui. Je sais pas, voilà, le webmaster, le créateur. C'est le terme consacré. Voilà, très bien. De site internet qui est une véritable référence dans le monde du paranormal, c'est psyland.org, PSILAND.org. Vous restez avec nous, on retrouve le témoignage de France dans quelques minutes. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons des personnes qui vivent des sorties hors du corps, qui sont des phénomènes tout à fait étonnants, déstabilisants, qui posent des questions vraiment de l'ordre de l'existence, de la conscience, de l'âme. On l'a vu au début de l'émission avec mes invités, Jocelyn Morisson et Pierre Massias. Et là, France, qui nous appelle du Gard, de Beaucaire, est en notre compagnie. Alors, France, reprenons, si vous le voulez bien, historiquement, depuis le début, votre première sortie hors du corps s'est déroulée dans quelles circonstances? La première sortie, bon, c'est il y a à peu près un an. Enfin, je sais pas si c'est à cause de ça ou c'est parce que j'étais plus sensible à ce moment-là. C'était un peu après le décès de mon père. Oui. Mais ça s'est passé à un moment où j'étais particulièrement détendue. Ça se passe souvent avant le sommeil, Oui. dans un état de relaxation assez favorable. Mm-hmm. Et j'ai eu la sensation de me vider, mais vraiment, mon corps a eu la sensation de se vider par la tête. Oui. Et là, j'ai eu un petit moment de panique et j'ai eu l'impression de rentrer aussi sec. Et donc ça a été un peu, bon, je suis pas allée très loin, quoi. Et puis j'en ai parlé à une de mes amies. Mais qu'est-ce que vous avez vu lors de cette première sortie hors du corps? Est-ce que vous avez vu votre corps? Est-ce que vous avez vu votre chambre, votre environnement? Voilà, je me suis vue légèrement, mais très très rapidement. Ça a été vraiment très 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 rapide. Oui. Et j'en ai parlé à une amie qui est un petit peu branchée, entre guillemets, sur tout ce qui est normal, paranormal, etc. Mm-hmm. Et qui m'a un petit peu rassurée là-dessus en me disant qu'effectivement ça existait. Enfin bon. Et puis ça que vous n'étiez pas folle, que ça allait, que quoi. j'étais pas folle, voilà. Ouais, déjà, c'est un bon point, déjà. C'est déjà rassurant, oui, Oui. oui, tout à fait, parce qu'on se dit, mince, qu'est-ce qui m'est arrivé, ou est-ce que j'ai eu un malaise, enfin bon, c'est vrai qu'on sait pas trop. Et puis, c'est arrivé à nouveau par la suite. Alors là, je me suis laissé faire, quoi. Et c'est vrai qu'une fois sortie, je me sentais très, très bien. La sensation déjà de sortie était très, très agréable. Oui. Et puis, mais je passais pas dans une transition de passer dans l'appartement ou dans la maison. J'arrivais directement dans des lieux qui m'étaient complètement inconnus. Et ce qui était le plus marquant, c'était la perception de la vision, qui est tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir un champ visuel précis, comme on a avec nos deux yeux. On a l'impression de voir partout et tout en même temps. C'est-à-dire de pas être limité, de pas devoir se tourner pour voir. On a l'impression de tout voir. C'est difficile à expliquer. C'est-à-dire le devant et le derrière des choses, par exemple. Oui, tout, le dessus, le dessous, être loin mais voir les détails. Enfin, c'est très difficile à expliquer. C'est très étonnant, ça, oui. Et les lieux où vous vous retrouvez. Est-ce que c'est des lieux que vous pouvez vérifier après, ou est-ce que vous avez pu en identifier quelques-uns, ou vous ne savez pas du tout où vous êtes? Malheureusement, non. Alors c'est vrai que à chaque fois c'est un lieu très différent. Quelquefois c'est même avec une architecture qui ne ressemble pas du tout à ce que je peux connaître. La dernière fois c'était une architecture assez dorée, avec très détaillée, avec beaucoup de détails dans l'architecture. Mm-hmm. Et beaucoup de monde aussi. J'avais une vision plutôt de haut. Enfin, moi, je me semble être située plutôt en hauteur. Oui. Mais c'est cette sensation qui est vraiment très agréable. Vous vous sentez comment? Justement, je sais que vous dites là c'est agréable, mais c'est quoi? C'est une plénitude, une sérénité? Une plénitude, une sérénité. On n'a plus cette impression d'enveloppe corporelle qui est limitatrice, qui fait comme un poids. Quand on revient, moi j'ai cette sensation d'un poids supplémentaire. Mm-hmm. On se sent léger, on se sent libéré. Enfin, oui, moi je trouve ça vraiment très agréable. Oui. Et les lieux où vous vous rendez, entre guillemets, à chaque fois que vous avez cette sensation de sortir de vous-même, oui. Ce sont des lieux... est-ce que vous entendez, par exemple? Oui. J'ai les sons, j'ai la vision, j'ai pas le toucher. Oui. Non, j'ai pas de toucher du tout. Oui.
Il y a une fois où, mais là, je sais pas si c'est plus mon imagination ou j'ai parlé à mon père, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et les sons que vous entendez, oui. Ce sont des sons réels, c'est-à-dire bruit de voiture, de foule, conversation, oui, voyez les choses. Souvent, j'ai des morceaux de conversation, des petites brides de conversation, comme on pouvait appeler les conversations de comptoir. Enfin, deux personnes qui sont en train de discuter, où je perçois des petits bouts de conversation avec des voix bien distinctes, des voix que je ne connais pas. Et, oui. En quelle langue? Alors, la dernière était en français, donc je l'entendais, je la comprenais, mais il m'est arrivé effectivement d'avoir des langues étrangères inconnues et parfois même assez surprenantes. Ouais. Que vous avez pu identifier par la suite, vous savez, je des fois. Je n'ai pas pu du tout identifier, non. Des fois, on se dit tiens, là, il est peut-être en train de parler en russe, alors que c'est, enfin, vous voyez, autre chose. Oui. Oui, enfin, si c'était des langues étrangères, je pense connues. Enfin, c'était civilisé plus ou moins, quoi. Enfin, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais peut-être pas d'un autre monde, quoi. Mais pardon, les lieux où vous vous retrouvez, ce sont des lieux urbains en règle générale, ou il y a eu des lieux plutôt bucoliques, forêts, enfin je ne sais pas. Non, il y a eu aussi des lieux complètement campagnards avec personne. Est-ce que, enfin, vous vous êtes posé la question et je me dois de vous la poser, hein. Est-ce que c'est peut-être le fruit de votre imagination, ce genre de lieu où vous vous baladez? Oui. Je me suis posé la question, bien entendu, parce qu'en plus c'est souvent avant le sommeil, donc on peut dire on est en train de rêver. Voilà, dans une sorte de rêve. Je fais la différence entre ces sorties et le rêve, c'est que dans un rêve, l'environnement souvent est un peu flou, un peu changeant, un petit peu bizarre des fois, enfin illogique, tandis que là c'est toujours très précis et ça ne bouge pas, quoi. Enfin c'est très très précis. J'ai vraiment une différence. Comme dans les rêves, je participe à mon rêve. Oui. Je suis active, j'agis, enfin, etc. Alors que là, je suis plus en spectatrice. Et il se termine comment? Alors souvent le retour se fait par un bruit chez moi ou quelque chose qui se passe, enfin qui dérange. Oui, qui dérange. Et là, le retour parfois est assez brutal. Quand ça se passe bien, quand je reviens toute seule comme ça et que je plonge à ce moment-là, je plonge dans le sommeil, j'ai pas de sensation particulière, à part cette impression de poids du corps, quoi. Oui. Mais quand je suis dérangée par quelque chose, j'ai un retour assez brutal et j'ai parfois quelques secondes à me dire où je suis, qui je suis et à plus savoir. Donc un petit moment comme ça. Désorienté. Un peu angoissant, oui, complètement désorienté. Et est-ce que vous vous êtes dit tiens, je vais tenter d'aller dans tel lieu plutôt que de vous laisser faire? J'aimerais bien, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu peur de me laisser faire. J'ai passé le cap de laisser aller les choses. Oui. Et j'aimerais bien, effectivement, arriver à m'orienter, quoi, à décider, mais jusqu'à présent, je ne suis pas arrivée. Et vous vous orientez de quelle manière lorsque vous êtes dans un endroit comme ça que, entre guillemets, vous visitez? Vous vous orientez comment? C'est la volonté qui guide, c'est-à-dire que vous avez l'envie d'aller à droite, hop, ça y est, vous allez à droite. Voilà, c'est moi, mais ça se fait de façon tout à fait naturelle. J'ai pas l'impression de commander un acte, quoi. Ça se fait automatiquement. Oui. Jocelyn, une question, Jocelyn Morisson. Un bref commentaire et peut-être une question va suivre. Je crois qu'il faut bien distinguer les deux choses, c'est-à-dire la partie où la personne a l'impression de sortir de son corps, de voir son corps, de voir son environnement physique. Parce que ça peut donner lieu à des expériences et il faut que je le dise avant la fin de l'émission qu'il y a des expériences qui se font actuellement. On en parlera, oui. Actuellement avec des personnes comme notre auditrice, dont j'ai oublié le prénom. France, excusez-moi, et qui pourrait se prêter à ce genre d'expérience, c'est-à-dire aller voir une cible simplement qui est cachée dans une autre pièce ou ce genre de choses, en sortant de son corps entre guillemets. Bon, et ensuite toute la partie là onirique entre guillemets, c'est-à-dire que là où on a des paysages inconnus, des belles
des cités célestes ou ce genre de choses. J'en ai parlé au début de l'émission. Là, on est dans le rêve lucide. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le rêve lucide, qu'on appelait autrefois le voyage astral. Alors, quel est le degré de réalité de cette dimension-là ? On n'en sait rien. Moi, je me prononce pas là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des descriptions qu'on a de la part de gens qui eux-mêmes se décrivent souvent comme des rêveurs lucides. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez d'imagination qui intervient dans le rêve. En fait, c'est plus un travail de l'inconscient qui crée le rêve et qui peut créer aussi ces paysages, ces environnements-là. Aussi structurés, aussi réels, aussi tangibles. C'est-à-dire que l'imagination peut-être n'y suffirait pas. Il faut y voir quelque chose de plus profond dans l'être. Et on peut donc à nouveau faire référence à l'inconscient, mais l'inconscient, puisqu'on ne sait guère ce que c'est non plus, c'est simplement déplacer le problème, encore une fois. Oui. Mais bon, c'est intéressant d'avoir des descriptions, encore une fois, qui collent avec beaucoup de témoignages et qu'on a depuis des temps immémoriaux, parce que le voyage astral, c'est typiquement ça. On sort de son corps et on s'évade dans d'autres contrées dans lesquelles des gens vont vous dire je vais dans des écoles, je vais dans des bibliothèques, apprendre des choses. Il y a des gens qui ont une vie comme ça dans l'astral, entre guillemets. Alors, ils sont pas pris au sérieux évidemment par la plupart des médecins, mais après tout, pourquoi pas ? Est-ce que c'est une autre dimension cachée de l'être, une dimension à la fois intérieure et extérieure ? Il faut essayer de dépasser ces oppositions, encore une fois, entre objectif et subjectif. Peut-être que il y a une réalité tangible derrière tout ça. Alors, France, je vous propose une pause et on se retrouvera dans quelques instants parce que j'aimerais que l'on revienne sur votre manière de voir lorsque vous êtes dans ces endroits, c'est-à-dire où vous voyez tout en même temps. Ben oui. Ça, je trouve ça assez fascinant. On va y revenir avec Pierre Massias et Jocelyn Morisson. Une pause et on se retrouve. Si vous avez vous-même vécu ce genre de phénomène de hors du corps, appelez-nous au 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos témoignages. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne pouvez pas passer à l'antenne, on reprogrammera avec Pierre une autre émission consacrée à ce même phénomène pour pouvoir continuer à écouter vos témoignages et peut-être à comprendre un petit peu plus. Déjà que vous n'êtes pas tout seul et vous n'êtes pas fou ou folle pour avoir vécu ça. Et deux, essayez de comprendre un petit peu plus les mécanismes de ce phénomène. Vous restez avec nous et on retrouve France et mes invités dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons des sorties hors du corps, un phénomène qui est passionnant avec mes deux invités, Pierre Massias et Jocelyn Morisson, et France qui nous a rejoint. France, vous nous appelez d'où déjà ? Excusez-moi, Beaucaire, le Gard, ça y est. En même temps que je vous le demandais, ça m'est revenu. Bon, France, j'aimerais que l'on revienne au début quand même. La première fois que vous avez vécu ça, que vous avez vécu cette sortie hors du corps, vous vous êtes vu très rapidement, mais vous vous êtes vu quand même. Oui, mais ça a été vraiment très bref. Enfin, c'est... Oui, très 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 bref. La première expérience a été très courte, hein ? D'accord. Et ensuite, la deuxième expérience, là, vous êtes allé ailleurs, vraiment. Directement ailleurs, oui. Très bien. J'ai pas le souvenir à ce moment-là de m'être vue, ouais. Ouais. Alors, France, parlons de cette. J'aimerais que vous nous donniez en détail les impressions que donne cette vision particulière que vous avez lorsque vous êtes justement dans ces lieux ailleurs. C'est-à-dire que vous voyez tout en même temps. Oui, et c'est assez difficile à expliquer avec notre perception, puisque bon. Parce qu'on peut pas le faire. On a que ce qu'on peut voir, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est assez curieux parce que les images que je les ai dans ma mémoire, mais j'ai du mal à pouvoir les expliquer. Mais effectivement, je ne suis gênée par rien pour regarder ce que j'ai envie de regarder. C'est-à-dire là, par exemple, moi je prends l'exemple, je suis dans mon studio, j'ai un écran d'ordinateur, enfin j'en ai 3 même sous les yeux. C'est-à-dire que vous, si vous étiez à ma place, vous pourriez voir l'écran, le devant et le derrière de l'écran en même temps. En même temps, mais sans vouloir tout regarder en même temps. Donc ma concentration ne va que sur une chose. Mais je ne suis pas gênée par quoi que ce soit pour aller voir ce que je veux, quoi. J'ai pas l'impression de devoir faire un mouvement ou contourner, ou enfin non, Oui. Et vous me disiez également tout à l'heure que vous voyiez en même temps l'ensemble et les détails. Oui. Et ça, j'en ai un souvenir assez précis par rapport à la dernière fois où j'avais l'impression d'être assez éloignée du bâtiment qui était face à moi et qui était très très travaillé dans la sculpture, dans l'architecture, et j'en voyais vraiment tous les petits détails sans devoir m'en approcher. Oui. Jocelyn.
C'est intéressant parce que c'est exactement ce que décrit donc le modèle de Jean-Pierre Jourdan, encore une fois, mais à propos des perceptions hors du corps et pour ce qui concerne l'univers physique. C'est-à-dire le fait de voir de près et de loin, de voir des détails simultanément et la globalité, c'est comme nous devant un tableau, encore une fois, devant la Joconde. On peut se concentrer sur des détails ou on peut simplement voir l'ensemble comme ça. Et c'est ça qui fait la différence. Et si on s'élève dans une autre dimension que nos 3 dimensions spatiales comme ça, on va se mettre à pouvoir voir la totalité de ce qui nous entoure dans l'univers à 3 dimensions, mais on va se concentrer sur des détails successivement. Et alors là, on va avoir l'impression de faire un zoom, par exemple, ou un déplacement. Oui. Mais en réalité, on est nulle part parce qu'on est partout à la fois. Voilà, c'est ça. On n'a pas cette sensation quand on zoome avec une caméra, un appareil photo. On voit que ça se rapproche. Tandis que là, il n'y a pas besoin de se rapprocher. Le détail, il y est, on le voit. Mais effectivement, on s'y intéresse. Enfin, moi, quand je fais ça, je m'y intéresse plus. Et donc, je le vois bien, quoi. J'ai pas besoin de m'en approcher. Oui. Ça va être très troublant. Oui, pour le moins, c'est vrai. Ça, j'avoue que c'est parce que ce sont pas des sensations de rêve non plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont pas des sensations typiques de rêve. L'univers est plus stable, l'environnement est beaucoup plus stable. Alors, évidemment, ça a des parentés avec le rêve en termes de contenu. Oui. Mais alors que non, c'est autre chose. Vraisemblablement, c'est une autre expérience. Merci France en tout cas de nous avoir fait part de cette expérience assez extraordinaire. Une dernière question, vous sortez de vous, si je puis me permettre, à quelle fréquence? Au moins une fois par semaine, mais ça va pas être aussi régulier. Il y a des périodes où ça sera plus souvent. Ça peut être tous les soirs pendant une petite période et puis plus rien pendant 1 mois, 2 mois. Mais je peux pas rapprocher ça à des événements particuliers ou. Non, là c'est vous qui le voulez ou pas, quoi. Voilà, ça vient ou ça vient pas, quoi. Bien. Merci France. De rien. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à vous aussi. 0826 300 300, vous pouvez continuer à nous appeler si vous avez vécu ce type de phénomène pour nous apporter votre témoignage, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire et vous nous envoyez votre SMS qui m'arrive directement sous les yeux sur l'écran d'ordinateur qui est juste à côté de moi. Il y a d'ailleurs 2 SMS mais que je n'ai pas encore lu parce qu'ils ne sont pas dans le thème de l'émission. Le premier c'est Stéphanie qui nous envoie ceci. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Je me pose beaucoup de questions sur le don de guérison car on m'a dit que j'avais ce don et ça me trouble beaucoup. Donc ça Stéphanie, on va garder vos coordonnées puisque vous nous avez donné votre portable et ce sera l'occasion d'en parler. Un autre SMS également qui dit je rêve quelquefois de la mort d'un membre de ma famille et quelques jours après j'apprends la mort d'une personne que je connais. Qu'est-ce que cela? Enfin, en quoi consiste ce don? C'est de la prémonition, il me semble, tout simplement. Mais on y reviendra lors d'une autre émission. Si vous voulez que l'on vous rappelle et participer à l'émission, faites comme Stéphanie, vous nous envoyez à la fin de votre SMS votre numéro de portable pour que l'on puisse après rentrer en contact avec vous. Jocelyn Morisson, Pierre Massias, Bruno nous rejoint. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Bruno? Je vous appelle d'un petit village de côté de Toulouse qui s'appelle l'Escout dans le Tarn. L'Escout dans le Tarn. L'Escout dans le Tarn, 81. Oui. Et voilà, moi j'avais appelé déjà un mois pour participer à votre émission. Oui. Alors vous vivez ce phénomène de sortie hors du corps? Voilà, je vis ça mais très 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 régulièrement. Moi ça fait depuis au moins 7-8 ans que ça m'arrive. Mais moi par contre voilà, je suis comme France. Je sors de mon corps, et je vais pas par contre hors de ma maison, je reste dans la maison. Je vais pas aussi loin, je vois pas d'autres paysages malheureusement. En fait, une fois, je vous l'expliquerai, j'ai vu un seul paysage. Et par contre, mon phénomène, c'est que donc ça m'arrive très très souvent quand je dors. Ça se passe toujours dans la nuit. Et comment ça se passe? Eh bien, vous avez toujours ce petit phénomène quand vous vous endormez. Alors pas le phénomène, vous savez que vous faites attention de tomber dans un précipice et hop. Oui. Alors c'est pas du tout ça. C'est un peu ça. Et puis tout d'un coup, voilà, je me sens levé dans les airs. Et moi, par contre, je monte au-dessus du plafond et je me vois dormir. Je vois dormir ma fiancée. Alors je fais des mouvements, je ne reste jamais immobile. Je tourne sur moi-même. Et le phénomène que quand je sors de mon corps, qui se fait le plus souvent, c'est que je passe sous le lit.
et je remonte et je passe sous le lit. Je fais que ça pratiquement. Et voilà. Et des fois je m'arrête au-dessus de moi, même très proche de moi. Des fois je vais à côté de ma copine. Oui, voilà. Je fais du surplace. Je me tourne sur moi-même et voilà. Voilà ce phénomène que j'ai. On a l'impression à vous écouter que d'abord pour vous c'est jubilatoire, c'est comme un jeu. Oui, bon, qui ne se contrôle pas, malheureusement. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que je veux. Pour le provoquer, c'est-à-dire vous réussissez pas à le provoquer quand vous voulez, quoi. Alors, pour sortir de mon corps, on le sent, on le sent quand ça vient, parce qu'on sent bien qu'on dort, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui va arriver et machinalement on force pour y arriver. Donc on sort du corps, mais par contre quand je sors du corps, c'est les mouvements se font, je n'ai aucun contrôle. Voilà. Comme France, comme les autres auditeurs ont parlé. C'est-à-dire que là vous ne pouvez pas dire tiens je vais dans la cuisine, je vais au salon. Alors j'y vais, ça par contre oui, je sors de la chambre, ça m'arrive souvent, je vais dans le salon, je reviens et je reviens souvent dans la chambre. Hein. Oui. Et voilà, je ne sors très rarement de la pièce. Mais au début, moi, ça m'est arrivé il y a 7-8 ans. Alors, la première fois que ça vous est arrivé, est-ce que c'est à la suite d'un événement ou rien de particulier? Non, alors c'était à la suite, par contre, que si je venais de déménager dans une maison en pleine campagne, une maison qui était dans un endroit, mais alors, au pied des montagnes, et tous les lundis matins, j'étais tout seul dans cette maison. Tous les lundis matins, je travaillais pas, donc je faisais un petit peu la grasse matinée. Et ça a commencé dans cette fameuse maison où j'avais un petit chien avec moi et où le matin, hop, je commençais à sortir de mon corps, où je voyais ce chien que j'avais. Et toujours pareil, je passais sous le lit, je remontais, je passais sous le lit, je remontais. Et je restais toujours au-dessus du lit et je me voyais en train de dormir. Ça me faisait tous les matins, mais pendant des mois et des mois, tous les matins. Après, j'ai déménagé. Et je suis revenu dans une grande ville qui s'appelle Castres. Là, ça s'est un petit peu estompé. Puis après, c'est revenu. Et là, ça a été un peu plus violent. Quand je dis plus violent, mais peur même. J'ai eu plusieurs fois peur de ce phénomène. Pourquoi? Parce que la nuit, quand ça m'arrivait, donc je me voyais dormir. Et puis, j'arrivais aussi à m'asseoir, vous voyez, dans un coin de la chambre, accroupi. Et je voyais dormir moi et ma fiancée. Et ce phénomène-là me faisait peur un peu. Voilà. Mais c'est-à-dire que vous ne réussissez pas à contrôler vos mouvements une fois que vous êtes sorti de votre corps. Du tout. Alors, vous voyez, ça m'arrive tellement que je peux vous décrire le bien-être qu'on a. Par contre, on est dans un état de bien-être exceptionnel. Je vais dire, imaginez aussi quand vous avez des frissons, vous voyez, vous en parlez, comme les auditeurs l'ont dit, on a la chair de poule, on a des frissons. Imaginez quand vous avez des frissons, et voilà, vous êtes dans un effet de bien-être. Je ne vois pas mes jambes, par contre. Je vois pas mes jambes, je vois que le haut du corps, je vois mes mains, par contre, voilà. Je n'ai pas le toucher, parce que plusieurs fois, il m'est arrivé de m'approcher de ma fiancée, de lui toucher la main, mais c'est du transparent. Et voilà. Oui. Jocelyn Morisson a une question pour vous, mon cher Bruno. Et oui, c'est toujours la même question, parce que je m'interroge à nouveau sur le fait que monsieur ait pu voir des choses qu'il a ensuite pu vérifier finalement. Est-ce que vous avez vu des choses qui ont marqué votre attention alors que vous étiez hors du corps, et ensuite vous avez pu vérifier que c'était une fois que vous êtes réveillé, une fois que vous êtes revenu à vous? Alors ça, c'est ma copine qui en a fait l'expérience, parce qu'à l'époque j'en parlais beaucoup, parce que je vais dire, j'ai vu même un psychologue et j'ai un beau-frère qui est pompier, j'en ai parlé un petit peu parce qu'il est de la médecine. Et pour revenir un petit peu à l'expérience que ma copine a fait, quand j'en parlais beaucoup, un soir, elle a mis sous le lit, parce que je lui disais que le phénomène que j'avais le plus, c'est passer sous le lit. Voilà. Et elle m'avait caché un stylo sous le lit. Voilà. Et moi, comme tous les soirs, je dormais, et puis ça m'arrivait pas, parce que c'est pas quand même tous les soirs. Oui, quand même. Et un soir, mais une semaine ou 15 jours après qu'elle ait fait cette expérience, d'ailleurs, qu'elle avait oublié ce fameux stylo, elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que ces derniers temps, tu es sorti de ton corps? J'ai dit oui, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je suis sorti de mon corps, puis je suis passé sous le lit et tout, puis il y a eu un arrêt, puis je lui ai dit, oui, au fait, j'ai vu ton stylo que tu as caché sous le lit. Et là, elle m'a regardé, même, très choqué, quoi. Enfin, pas non plus. Oui, mais ça veut dire que c'était vrai, quoi. Mais franchement, ce que tu me dis, ça me fait fou, ça fait quelque chose, parce que
Voilà quoi. Je t'ai vu le stylo, tu le savais pas, et puis tu pouvais pas me mentir parce que c'est vrai que j'ai pas l'intention de passer. Jocelyn Morisson. C'est doublement intéressant parce que ça montre non seulement que probablement que l'expérience est réelle, mais ça montre aussi qu'elle est très difficile à vérifier. Vous voyez, cette personne nous dit bien que c'est très difficile à contrôler, qu'on ne contrôle pas vraiment ce qu'on voit. C'est pour ça que c'est très difficile à tester en laboratoire. Et juste un mot sur le fait que vous savez que le neurologue suisse Olaf Blank a déclenché le même phénomène, partiellement en tout cas, en stimulant le cerveau d'une patiente à un endroit pour traiter l'épilepsie. Voilà, donc on sait qu'il y a des stimulations de certaines zones du cerveau qui produisent en partie ce même phénomène. Qui peuvent produire ce genre de phénomène. Je fais une parenthèse là-dessus parce qu'on l'a pas dit. Donc il y a des gens on en parlera justement des expériences dans le dernier quart d'heure. Il y a des gens qui testent ça à l'heure actuelle, donc c'est intéressant que les gens puissent le produire spontanément, mais malheureusement on constate qu'effectivement c'est très difficile à contrôler. Mais alors, ce qui est étonnant dans votre cas, parce que vous êtes le premier témoin, Bruno, à nous dire ça, c'est que vous ne réussissez pas à aller où vous voulez aller, quoi. Non. Et en fait, je me laisse aller. Je flotte, hein. C'est un effet de flottement qu'on a. Et je vais dans la cuisine, je vais dans le salon. C'est très rare que je vais dans la pièce, dans les autres pièces. Et je reviens toujours à cette fameuse la chambre. Et là, donc, vous voyez, j'ai une nouvelle maison. Ça fait 1 an que je viens de construire. Et ça m'arrive. Bon, je n'en parle plus. Je n'en parle plus à qui que ce soit parce que bon, pour moi, ça devient maintenant habituel. C'est moins choquant, ça me choque moins. Ça me fait moins peur parce que je veux dire, c'est un effet de tellement bien-être que des fois, comme le disaient les auditeurs, on essaye même que ça revienne, quoi. Ça revienne, oui. Alors, comment faites-vous pour réintégrer votre corps? Quand ça se termine comment? Je reviens automatiquement. Quand je suis au-dessus, quand je me vois dormir, il y a un moment où hop, je reviens. Alors je sais pas comment l'expliquer. Ou alors, comme disait France tout à l'heure, c'est un bruit ou quelque chose qui fait du bruit, qui est susceptible de me réveiller. Puis hop, je me réveille. Et toujours bien sûr essoufflé, un petit peu mal à la tête ou quelque chose comme si on m'avait bousculé, quoi. Oui. Mais quand tout se passe bien, vous, à votre avis, vous passez combien de temps comme ça, lors d'une sortie hors du corps, à être hors de vous? Je sais pas, ça peut prendre 5-10 minutes. Oui, parce que ça dure assez longtemps, Enfin, alors après, on me disait que ça peut être très rapide et on croit que ça fait long, mais ça peut être très court. Mais vous savez, on a des radios-réveils, donc on le voit. Enfin, même pas, parce que c'est pas évident à l'expliquer, il y a le calculer surtout. Et j'avais vu un psychologue, parce que j'ai fait une thérapie un jour, et j'en avais parlé parce que lors de ma thérapie, ces phénomènes se produisaient. Et ce fameux docteur me disait, alors il avait un petit peu rigolé, il disait, c'est le passage du sommeil et du subconscient. Alors je ne sais pas très bien ce qu'il m'avait expliqué. C'était peut-être une question à poser aux journalistes que vous avez à côté de vous. Jocelyn. Voilà. Si c'était bien ça, si c'était entre deux sommeils ou quoi. Ça, c'est une explication par défaut. C'est une explication par défaut qui est donnée par le psychologue, mais qui n'explique rien du tout. Voilà. Ça explique pas. J'ai posé la question à mon beau-frère qui est pompier, qui est dans la médecine aussi. Il m'a dit, pour moi, c'est un rêve. J'ai dit, pour moi, non. Alors ça, je suis catégoriquement sûr que c'est pas un rêve, parce que j'arrive bien énormément, bien sûr, de faire la différence. Alors, un rêve, je veux dire, un rêve, on voit des images, on voit des choses, mais on ne ressent pas. Alors que là, je ressens le bien-être, je ressens ces fameux frissonnements que j'ai en moi, et alors j'ai pas froid, j'ai pas chaud, c'est vraiment agréable, je veux dire. Donc ça se sent quand même. Et voilà, quoi. Pour moi, c'est pas du tout de rêve, quoi. Alors juste un mot pour dire que il faut que vous travailliez sur votre concentration, quoi. D'après les témoignages que j'ai, vous pouvez améliorer votre capacité à contrôler votre déplacement. Vous allez améliorer vos performances. Alors voilà, quelle que soit l'interprétation qu'on ait du phénomène, bien sûr. Mais même si c'est pas un phénomène qu'on considère comme étant réel ou quoi que ce soit, on améliore son contrôle de l'expérience, en tout cas, en travaillant sa concentration, parce que c'est vraiment la pensée qui crée le mouvement là pour le coup. Bon, ok, Bruno. Oui. Concentration. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Bruno. Avec plaisir. Merci. Et restez en contact avec nous si jamais vous réussissez justement à pouvoir vous déplacer. On sera tenté de monter des expériences sur votre compagnie, voir si on peut essayer d'améliorer avec nos faibles moyens la recherche dans ce domaine. Une dernière pause et ensuite Jocelyn, Pierre, nous allons parler des expériences qui ont été menées par des scientifiques. Vous l'avez l'un et l'autre évoqué à demi-mot et là on consacrera la toute dernière partie de cette émission aux expériences qui sont menées dans ce domaine-là. Sud Radio.
Nous parlons des phénomènes de sortie hors du corps sur Sud Radio jusqu'à minuit. Il nous reste plus que quelques minutes. Bon, allez, il nous reste 13 minutes, Pierre Massias, Jocelyn Morisson, pour parler des expériences que les scientifiques mènent dans ce domaine. On commence par quel bout? Justement, vous avez cité Olaf Blanke. Ce neurologue suisse, dès que Mathieu vous aura mis le micro, comme ça on pourra vous entendre. Voilà, ça devrait aller mieux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a mené comme expérience? Parce qu'il a réussi peut-être à trouver un début d'explication de son côté lui aussi. Olaf Blanke, il travaille sur la piste d'un support neurologique à ces expériences-là, c'est-à-dire quelque chose qui serait déclenché dans le cerveau, dans une zone bien localisée, etc. Lui, en 2002, il a publié un article dans la revue Nature, quand même, qui est la revue de référence en sciences, et dans laquelle il décrit donc des expériences de sortie du corps partielle vécues par une patiente que l'on traitait pour un problème d'épilepsie et dont on a stimulé une certaine zone du cerveau, une partie de la calotte ayant été retirée, le médecin met des micro-électrodes dans certaines zones, et au moment où il stimulait des zones comme ça pour voir comment ça réagissait, la patiente lui dit: docteur, je vous vois d'en haut, je vous vois d'au-dessus. Et je me vois aussi, mais pas en entier. Je vois. Alors là, c'est l'inverse de ce que disait le témoin précédent. Simultané. Elle décrivait ce qu'elle voyait. Le bas de mon corps. Voilà, je vois le bas de mon corps, mais pas le haut. Mais elle le décrivait en direct, en temps réel. Alors, il arrête la stimulation. Je suis à nouveau dans mon corps. Il rebranche l'électrode. À nouveau, elle se voit d'au-dessus. Vous voyez, donc, mais de manière partielle à nouveau. Elle va pas bouger, elle va pas voyager ou quoi, mais elle se met à avoir un point de vue élevé. Donc, est-ce que c'est une hallucination? Vous voyez, ça n'explique rien. Le fait que ça soit déclenché par le cerveau, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une hallucination. Je veux dire, l'amour maternel aussi est déclenché par le cerveau. Il y a des corrélations avec tout un tas de phénomènes ou de pensées. Donc Olaf Blanke travaille sur cette piste-là. Il a republié récemment dans des revues de neurologie des comptes rendus d'expérience dans lesquels il travaille sur la piste comme ça d'une zone bien particulière et qui serait lésée. En fait, il parle de la jonction temporo-pariétale. Vous voyez, donc on est dans des notions. Avant, on parlait de gyrus angulaire. Donc c'est des choses qui nous échappent complètement. Là, ça devient compliqué. Mais bon, on peut imaginer, comme le font certains auteurs, comme par exemple Daniel Maurer, qu'il y aura une sorte d'interrupteur dans le cerveau, en fait, dans ces zones-là sur lesquelles travaillent les chercheurs, et que peut-être cet interrupteur, une fois qu'il est enclenché, tout ce qui se passe ne dépend même plus du cerveau, parce que encore une fois, si la conscience elle existe ailleurs dans un champ de quelque nature que ce soit, mais qui ne dépendent pas complètement du cerveau, on peut imaginer tout un tas de choses. Trop fort. D'accord. Donc ça, c'est la piste sur laquelle travaille Blanke, mais on peut remonter à beaucoup plus loin. Il y a eu des expériences de fait dès 1968 dans le journal de la Société américaine de recherche psychique. Charles Tart a publié un compte rendu d'expérience qu'il a fait avec une jeune femme qu'ils appelaient Miss Z, et elle a passé plusieurs nuits au laboratoire, et au cours d'une de ces nuits, elle a pu percevoir une cible qui était cachée dans une autre pièce, et cette cible était un nombre à 5 chiffres et qu'elle a donné dans le bon ordre. Voilà, et Charles Tart est un psychologue tout à fait renommé. Encore une fois, hormis la tricherie et la fraude, il n'y a pas d'explication possible. Donc, pareil, elle a passé plusieurs nuits, et d'autres fois il se passait rien. D'autres fois, elle a eu une expérience de voyance. Elle a vu aussi un crime qui a été plus ou moins rapproché d'un véritable crime ensuite. Mais vous voyez, elle ne contrôlait que très difficilement cette possibilité-là. Elle avait été malgré tout recrutée dans l'expérience parce qu'elle avait un semblant de contrôle là-dessus. Donc c'est très difficile de trouver des gens qui contrôlent ça. Et à l'heure actuelle, il y a d'autres chercheurs également en Suisse qui travaillent sur des sujets doués, disons, des gens qui sont capables de produire des expériences hors du corps avec plus ou moins de contrôle pour aller toujours selon les mêmes protocoles, essayer d'aller voir des cibles qui sont cachées, et il y a des résultats encourageants. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Il y a des résultats encourageants. Mais on peut remonter plus loin dans l'histoire aussi. Pierre Massias, quelle serait on va dire l'expérience type à mettre en place pour se dire là la personne, le cobaye entre guillemets, est vraiment sorti de son corps pour venir découvrir une cible. L'expérience toute bête, c'est quoi? C'est mettre quelque chose dans une autre pièce et puis en quelque sorte, oui. D'ailleurs, Jean-Pierre Jourdan, en réponse à Olaf Blanke, a proposé une typologie des NDE et des OBE par le fait, en les classant, si j'ai bonne mémoire, en 3 types différents. Un premier type où la personne se voit au-dessus d'elle-même, se voit de l'extérieur, qui peut rentrer dans une catégorie explicable physiologiquement. Un deuxième type où, en plus, cette personne voit son environnement immédiat,
là aussi, par les jeux du cerveau, du fonctionnement du cerveau, ce serait explicable, compréhensible physiologiquement. C'est-à-dire que le cerveau a la capacité, sans quand même on s'en rende compte, d'enregistrer le moindre détail de tout notre environnement, de toutes les pièces, et après, comme un ordinateur, d'en faire une image de synthèse dans laquelle on peut se balader, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. Pas mémoriser à vie forcément. Hein, oui, sur le moment, avoir suffisamment d'éléments pour reconstruire cet environnement. Entièrement, oui, d'accord. Voilà. Avec tous les détails, évidemment. De manière convaincante. Ouais. Oui, de manière convaincante. Même s'il n'y a pas tous les détails, on peut s'arranger pour faire en sorte que ce soit convaincant. Oui. Et enfin, un troisième type, donc, où là, on va demander, on va chercher dans le témoignage l'acquisition d'une information inconnue de l'expérienceur au moment de son OBE ou de sa NDE. D'accord. Donc là, c'est typiquement ça, l'expérience type. C'est d'essayer de ramener de ce genre de vécu une connaissance, un élément qu'on ne connaissait pas avant. Alors que ce soit chez le voisin, que ce soit dans la pièce ou que ce soit dans une boîte, c'est cet élément-là qui est convaincant qui est pas convaincant sur l'expérimentation sortie hors du corps, parce que j'aimerais y revenir là-dessus aussi, mais qui est convaincant que c'est une anomalie, une expérience particulière qu'on ne pourra pas classer qu'on ne pourra pas expliquer par la physiologie. Là, Angelina du 33, c'est-à-dire de la Gironde, vient de nous envoyer un SMS, et la question est tout à fait pertinente. On a eu pléthore de témoins et je ne leur ai pas posé la question. Mille excuses, Angelina. Prochaine émission, je le fais. Elle dit: la chambre est éclairée ou reste noire lors de la sortie du corps. C'est-à-dire que, en principe, c'est noir. Non, il y a une autre forme de lumière en fait. Dans le témoignage, c'est-à-dire que les personnes voient parfaitement clairement. Hein. Eh ben oui, voilà, c'est ce qui. Oui, alors je sais pas comment ils le décrivent là de mémoire, j'ai pas. Justement, je leur ai pas posé la question. C'est vrai que ça serait intéressant de leur demander. Et la question est tout à fait pertinente, effectivement. Et là, par exemple, dans le cas de Bruno, lui voyait très très bien ce qui se passait. La preuve, il est passé sous le lit et donc en pleine nuit, la chambre éteinte, à moins qu'il dorme avec la lumière allumée, ce qui serait peu probable. Il a vu le stylo que sa fiancée avait caché sous le lit, dans le noir. Donc. Beaucoup de gens disent que la lumière semble émaner des objets eux-mêmes et non pas, elle n'est pas reflétée par les objets. Elle provient des objets. Voilà, une forme de description qu'on a souvent. Bon, donc Angelina, merci pour la pertinence de cette question. Pierre Massias. Oui, justement, cette manière de percevoir son environnement, c'est assez étonnant, ça pose des questions. Et j'aimerais revenir donc sur... on a entendu le mot survie en parlant de NDE ou de OBE. On parle de sortie hors du corps, c'est-à-dire réellement quelque chose qui sort du corps. L'âme ou la conscience, si on veut garder un peu de rationalité, la conscience qui serait délocalisée. On a l'impression vraiment que on a souvent l'impression que c'est l'âme qui sort du corps, donc idée de survie, etc. Mais une hypothèse qui pourrait expliquer et convenir à ce genre de phénomène, ce serait un petit peu comme dans le cas de la parapsychologie, quand on parle voyance, télépathie, prémonition. Parfois, on ne sait pas faire la différence entre ces trois-là. On parle de global ESP, c'est-à-dire un phénomène ESP, un phénomène psy, mais on ne sait pas vraiment le classer. Là, ce serait dans le cas de l'OBE, ce serait un petit peu pareil. Ça pourrait être interprété comme un super psy, c'est-à-dire c'est plus l'esprit qui sort du corps, mais c'est la perception de son environnement. La top voyance, vraiment. C'est la top voyance, vraiment. C'est vraiment la voyance au top, oui, voilà. Avec tout mouvement, etc. Exactement. Et pour appuyer cette idée-là, je dirais qu'on a un système oculaire. On ne perçoit pas la réalité. On a une construction de la réalité qui est faite par le cerveau. On a des stimuli par les yeux, par les oreilles, et le cerveau reconstruit cette réalité comme il peut avec les outils qu'il a. De la même manière ici, on pourrait avoir une super voyance, un super psy qui donne des informations sur l'environnement et qui s'arrange pour reconstruire ça comme il peut. S'il n'a pas les outils, je ne sais pas s'il les a ou pas, donc s'il les a, c'est normal qu'il les reconstruise comme ça. S'il les a pas, il s'arrange pour faire en sorte de reconstruire cet environnement, une réalité où la personne a l'impression donc d'être en dehors, mais en fait c'est son cerveau qui lui donne c'est le top voyance, vraiment. C'est cette réalité construite qui lui donne cette impression-là. Oui. Jocelyn Morisson, c'est tout à fait, hypothèse tout à fait intéressante. Tout à fait intéressant.
Pour moi, ça rejoint un peu les propositions de Rupert Sheldrake aussi sur la notion de champ comme ça, qui permettent de relier les individus entre eux. Mais vous savez aussi que les dernières réflexions de quelqu'un comme Dean Radin, qui a publié la conscience invisible il y a quelques années, tournent autour qui était un grand scientifique américain, qui est un psychologue et ingénieur de Princeton. Et donc, son dernier livre s'appelle Esprit intriqué, avec ce terme d'intrication qui désigne le lien subtil et mystérieux qui unit les photons, les particules élémentaires en général. Vous voyez, parce qu'on a observé ça dans la physique, qu'il y a un lien comme ça qui semble transcender l'espace-temps par lequel les particules communiquent entre elles, et nos esprits peut-être communiquent aussi de cette façon-là. Et pour lui, Dean Radin, c'est probablement le support des explications. Toutes les explications vont converger vers ce genre de choses pour ce qui concerne le psy, l'expérience hors du corps, etc. Je voulais dire une dernière chose, Louis, parce que je l'ai pas fait tout à l'heure, c'est rappeler les coordonnées de S17 Productions si on souhaite se procurer les DVD. Alors le de DVD, Martigues, qui est sorti de cette journée consacrée au NDE. Alors 2 DVD. Voilà, donc juste en un mot, je rappelle le site internet nde30ans.com, donc nde30ans.com. Et il y a un numéro de téléphone également, donc S17 Productions, c'est 04 42 74 13 16. Voilà. Alors, je redonne le numéro de téléphone pour se procurer ce DVD des conférences de cette journée internationale où il y a eu les plus grands scientifiques mondiaux qui sont venus. Donc 04 42 74 13 16, 04 42 74 13 16. Vous appelez à ce numéro de téléphone pour vous procurer ce DVD. Et puis, lors de l'indicatif final, je redonnerai les coordonnées de Jans France pour ceux et celles qui veulent en savoir un petit peu plus, se rapprocher des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Le temps juste pour moi de vous remercier, Jocelyn Morisson. Merci beaucoup. Merci à vous, Louis. Et à très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange. Merci, Pierre Massias. Merci, Louis. Et à demain. Volontiers, avec plaisir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, Les Aventuriers de l'étrange. Voici donc, comme promis, les coordonnées de Jans France, l'association qui regroupe les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente ou de sortie hors du corps. Jans France, donc c'est IANDS, Jans, france.org. Le numéro de téléphone pour vous procurer le DVD de la journée avec les conférences donc concernant les expériences de mort imminente avec les plus grands scientifiques, c'est le 04 42 74 13 16. Je vous souhaite une excellente nuit. Merci à Pierre Massias qui m'a aidé à construire cette émission, Mathieu qui l'a réalisé, Morad qui a fait exploser le standard, enfin c'est vous qui avez fait exploser le standard et Morad qui a pris les contre-coups. Quant à moi, je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve demain pour vos témoignages au 0826 300 300.